Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence avec Gilles Daniel. Gilles est un profil que nous n'avions pas encore reçu dans Séquence, puisque dans son profil, dans son parcours, il a été à la fois à la direction des programmes dans des chaînes de télévision, il était ensuite producteur et désormais il est scénariste et co-scénariste. Nous allons partager avec lui 1 heure et demie, où nous allons revenir sur son parcours et aussi sur une très bonne série d'articles que Gilles écrit sur son profil LinkedIn sur l'évolution des médias et notamment de la fiction en France et à l'international, et c'est tout de suite après les petits audios de circonstance. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressineau. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Et voilà, nouvel épisode de Séquence, déjà le 29e, Maxence. Et ouais, on approche du 30e, hein. Ouais, tu sais que nous n'avons fait aucune pause. Non. On a respecté les 15 jours à chaque fois pour un nouvel épisode. Non, on est fort. Ouais, en sachant que, on vous le dit aussi, il n'y aura pas de coupure avec les vacances de Noël qui approchent tout doucement. Vous aurez un épisode le 25 décembre qui devrait être un épisode un peu spécial. Vous savez qu'on commence à apprécier ce genre de format. Avec Maxence, maintenant, on profite aussi d'être parfois en réunion avec des producteurs ou avec des diffuseurs à Paris pour faire des moments en présentiel avec certains anciens invités, avec des nouveaux. Enfin voilà, donc on évolue. On s'est toujours dit qu'on se ferait plaisir avec ce format et toujours avec cette idée effectivement de nous d'apprendre des choses, de vous faire apprendre des choses, vous qui écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je le redis, on est toujours dans les 20% des podcasts les plus écoutés de France, donc ça c'est très chouette pour un podcast qui est quand même très segmenté, on va dire, hein, qui est vraiment sur une petite niche comme on dit. Et puis voilà, n'oubliez pas de mettre des étoiles, en tout cas de noter ce podcast. Si vous voulez mettre 0 étoile, honnêtement, évitez-vous ce difficile moment qui nous fera pleurer. Mettez 5 étoiles, ça permet d'être mieux référencé sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous écouter bien évidemment, vous le savez, sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon, YouTube, et puis voilà, peut-être pirater, j'en sais rien. Plus sérieusement, on va accueillir notre invité du jour qui est Gilles Daniel. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, Gilles. Merci à vous, je suis flatté. Pour tout te dire, en fait, moi, je te suis sur LinkedIn, qui est un peu le réseau social professionnel des gens qui ne sont pas forcément tout le temps sur Instagram. Et tu publies souvent des articles qui sont hyper intéressants, et notamment là où on a eu le déclic avec Maxence, c'était une série d'articles que tu as publiés cet été qui ont très bien marché, notamment sur l'évolution du marché des plateformes, du format sur les plateformes. Ça, on va en venir au fur et à mesure de notre entretien. Mais en attendant, je vais laisser Maxence te présenter brièvement. Et c'est là où c'est formidable, c'est que n'étant pas journaliste, il peut bien évidemment y avoir des bourdes dans ce petit texte que nous avons préparé à deux. Je précise, c'est Maxence qui le dit, mais s'il y a une bourdasse, elle est partagée mutuellement. Exactement, c'est 50-50. Eh bien, bonjour Gilles, merci d'avoir accepté l'invitation.
Donc nous, on est content de te recevoir parce que tu as un profil qui est particulièrement intéressant puisque en fait, tu t'as touché, littéralement au côté diffuseur, au côté production et au côté scénario, ce qui est assez rare dans notre métier. Donc tu as été à la direction de programmes, de plusieurs chaînes, notamment on peut citer, NRJ12, le MTV Networks, et Virgin 17 par exemple. Tu es passé du coup producteur et ensuite scénariste. L'écriture, elle a toujours été, présente puisque c'est dans le calibre du métier. Est-ce que c'était une vraie envie d'y accéder et d'aller vraiment, dans le domaine de l'écriture ou alors c'est quelque chose qui au fur et à mesure des années, s'est imposé comme une suite logique? Alors oui, en fait, c'était un rêve de gosse qui s'était un peu oublié. Moi, à la base, je voulais devenir Spielberg quand j'ai vu E.T. quand j'étais petit et en fait, quand j'ai voulu faire des études, on m'a dit qu'il fallait être bon en maths et en physique pour entrer soit à l'IDEC, qui était l'ancêtre de la FEMIS, soit à Louis Lumière. Donc moi, j'étais évidemment une tanche en maths et en physique. Donc ça a été, il n'y avait pas toutes les écoles qu'il y a aujourd'hui, donc c'était, le chemin et la voie était fermée pour moi. Donc j'ai fait des études de communication. J'ai, fait pendant une dizaine d'années, travailler dans les chaînes en effet, en tant que directeur des programmes. Enfin pas évidemment, j'ai pas commencé comme ça. J'étais assistant, puis petit à petit, je devenais rédacteur en chef, producteur, directeur des programmes et cetera à l'intérieur de chaînes. Et un jour, je me suis réveillé, c'était au début des années 2000, quand vraiment la folie des séries a commencé à déferler, sur nous. Mais je me suis dit: «Mais en fait, j'écris tout le temps». Parfois, je participe à l'écriture d'une pub, d'une bande-annonce, j'écris l'interview du patron. En l'occurrence, au moment où c'est arrivé, c'était Claude Berda, c'était dans le groupe AB, où j'étais l'adjoint du directeur des programmes. J'écris, quand il faut réécrire le texte d'un documentaire, le texte d'un reportage et cetera. Donc pourquoi je fais pas, ce que j'ai toujours rêvé de faire, et pourquoi j'ai oublié ce rêve d'enfant? Donc essayons. Et c'est là que j'ai pris mon petit ordinateur et je me suis dit: «Tiens, je vais écrire des scénarios de cinéma». Donc j'ai commencé par le cinéma et je vais, les imprimer puisqu'à l'époque on imprimait, je vais les envoyer à des producteurs de cinéma. Bon évidemment, ça j'ai pas été reçu avec, beaucoup de avec beaucoup d'enthousiasme. Mais en tout cas, c'était mon premier truc, c'est genre: «Voilà, on écrit, 110 pages, on l'imprime et on les envoie et on voit ce qui se passe». Justement, quand tu étais à la direction de chaînes, de programmes, quel type de projet te touchait et comment ils étaient présentés ces projets-là? Alors bon, c'est assez particulier parce que moi, j'ai toujours dirigé des petites chaînes, notamment des chaînes qui ne produisaient pas de fiction. On en diffusait, dans certaines des chaînes, bah, pas MTV, mais bon, Virgin 17, NRJ12, on diffusait des films, des téléfilms. TMC aussi, on diffusait beaucoup de fiction dont je m'étais occupé avant. Donc comment, bah, c'est un peu particulier parce que pour le coup, à l'époque, c'était des chaînes qui étaient, axées, sur les moins de 50 ans, voire même parfois sur les moins de 25 ans. Donc on était assez opportuniste, assez racoleur et je crois à cette époque-là, moi, je m'étais perdu. Je faisais beaucoup de télé-réalité, le but, c'était qu'il fallait, toucher un certain public, un maximum de gens d'une certaine cible. C'est le principe des chaînes, hein, et c'est ça qui nous obsède. Après, heureusement, il y a des mécanismes en France qui encouragent les chaînes, en tout cas qui les obligent même, à lorsque elles diffusent de la fiction, à en produire. Et puis, après, tout le monde est responsable, donc on peut avoir un discours sur la société et cetera et pas se dire juste: «Ah bah, je vais faire de la fiction parce que je suis obligé». Et puis, par ailleurs, la fiction, c'est aussi les plus grosses audiences, c'est aussi ce qui est le plus, contributeur à l'audience d'une chaîne, même si c'est le genre de programme le plus cher. Mais, honnêtement, à l'époque, moi, j'étais pas confronté à ça. Moi, ma question, c'était, documentaire, magazine, télé-réalité, quoi. Donc j'étais face à des choix qui étaient un peu plus, on va dire, qui touchaient pas forcément la même zone du cerveau, quoi. Même si, comme tu le dis, tu étais pas à produire particulièrement en fait, de la fiction, qu'est-ce que tu retiens de la direction de programme aujourd'hui sur son fonctionnement par rapport à comment toi tu vas écrire aujourd'hui? Alors c'est une très bonne question. Les bonnes questions en général, c'est Maxence. Ah oui, non, 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 mais je sais que enfin, j'ai écouté le podcast, vous avez tous les 2 des questions qui sont intéressantes. Non, bah, écoute, franchement, quand tu es directeur des programmes, évidemment, tu es dans un autre, tu dans un autre paradigme. C'est-à-dire que, d'un côté, tu as tes goûts, tu as ce que tu aimes, et d'ailleurs, on est tous, en tant que scénaristes, on a tous ça. C'est-à-dire qu'il y a nos goûts. Tigrane en parlait, dans un numéro récent. Tigrane Rosine, il disait: «Bah, est-ce que tu veux faire la série que tu veux faire ou est-ce que tu veux faire la série que tu vas vendre?» Donc là, c'est pareil, quand on est directeur des programmes, on a, tiens, ce qu'on aime et puis, ce qu'on sait ou ce qu'on pense qui va toucher le public.
parfois, si on est dans certaines chaînes, on peut réunir les 2 et parfois on peut pas. Et puis il y a des priorités à certains moments parce que votre chaîne va être vendue ou votre chaîne est en fusion avec une autre ou votre chaîne vient de rentrer sur une plateforme. Bon, moi, à l'époque, il y avait pas encore de plateforme, mais il y avait déjà des histoires politiques qui vont avoir une influence sur ce qu'on fait qui a rien à voir avec l'éditorial. À un moment donné, vous avez moins d'argent ou on vous demande de faire ci ou faire ça parce que votre chaîne va être vendue ou alors il faut, la positionner. Donc en effet, il y a plein de paramètres et nous, évidemment, du point de vue du scénariste, on se dit: «Mais pourquoi vous faites pas, plus de Succession? Pourquoi vous faites pas plus de séries genre Happy Valley?» et cetera. Mais quelqu'un qui est dans une chaîne, il a, comme interlocuteur le service marketing, la publicité, la direction, et il est dans une entreprise, donc c'est un autre délire, quoi. Il est pas juste en train de se dire: «C'est quoi la meilleure série qu'on peut diffuser?» Il se dit ça, Mmh. plus tout un tas d'autres paramètres de comment je vais faire pour survivre, comment je vais faire pour financer ma chaîne, comment je vais faire pour, faire qu'on se fasse pas racheter par les autres et cetera. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as cette première vie qui est vraiment en direction de programme et là, tu bifurques chez Morgan Productions pour de la fiction. Et qu'est-ce que tu déconstruis chez toi à ce moment-là quand tu passes de l'autre côté de la de la frontière? En fait, alors c'est vrai que moi j'avais toujours eu j'avais un peu travaillé, j'avais travaillé chez Éléphant et compagnie au début de la création de cette société, mais en effet, je m'étais dit: «Les boîtes de prod, c'est vraiment pas c'est un truc, hyper fragile, quoi». Ça avait duré 1 an, on avait fait une émission, elle avait pas marché et cetera, donc moi j'avais un peu peur des boîtes de prod. J'avais produit énormément lorsque j'étais dans le groupe AB, mais parce qu'on était les 2, on était à la fois, une plateforme de diffusion par satellite de chaînes, les chaînes du groupe AB, donc c'était après la grande époque des sitcoms, c'était au début des années 2000 et on avait produit énormément, de documentaires et d'émissions pour nos chaînes. Donc j'avais connu, mais j'étais salarié, hein. Donc et là, pour la première fois, en effet, une société m'appelle et me dit: «Tiens», donc je travaillais chez Virgin 17, la chaîne est rachetée par Bolloré qui la renomme et bon, en général, quand, Bolloré rachète quelque chose, vous restez pas longtemps. C'était assez mythique d'ailleurs. Il y a eu un entretien à la direction, DRH de Bolloré où on m'a dit: «Ah mais alors monsieur Daniel, c'est formidable et tout, on est très content de votre travail et cetera. Et alors, pour vos indemnités de licenciement, qu'est-ce que vous en pensez?» Enfin, on est passé de: «Est-ce que vous aimez bien le groupe Bolloré?» dans la même phrase à: «Bon, vous préférez Au revoir. les tickets restaurant», quoi. C'était génial et donc je suis parti vraiment, très, très vite et j'ai eu la chance. J'étais en discussion avec Morgan Productions pour leur acheter des programmes à ce moment-là et ils m'ont proposé, très, très sympathiquement de venir, mais c'était pas tout de suite de la fiction. Au début, Morgan était un groupe qui faisait, surtout et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, beaucoup de magazines, beaucoup de spectacles vivants, beaucoup de divertissements et cetera. Ils faisaient un peu de cinéma, mais c'était vraiment minoritaire. Donc moi, je suis arrivé, je suis devenu producteur et j'ai eu la chance d'arriver dans un groupe où il y avait beaucoup d'appels entrants, c'est-à-dire que, il y avait du travail. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de vendre, il fallait produire. Donc moi, j'ai produit une émission qui s'appelle «Le village préféré des Français» avec Stéphane Bern, qui existe toujours, des années après. J'ai beaucoup d'émissions de ce type-là, de divertissement, de magazines et cetera, beaucoup de concerts, beaucoup de choses et puis un jour, je suis arrivé à les convaincre par, les programmes courts, puis les web-séries, convaincre mes patrons, Gérard Pont et Gérard Lacroix, qu'il fallait qu'on fasse de la fiction, que c'était l'avenir, que toutes les boîtes à l'époque, dans les années, 2015, se lançaient dans la fiction et que nous, on pouvait pas être juste la boîte qui faisait plein de divertissements et de temps en temps, un film de cinéma qui engloutissait tous les profits de la boîte. Il y avait un truc qui s'appelait la fiction télé, qui était un genre, tout à fait noble et pas du tout, pas forcément risqué sur le plan financier et donc petit à petit, on a créé ce département fiction. Dans cette passation entre, diffuseur et l'aspect producteur, tu as gardé, ce ratio: «Je fais plus de projets qui me plaisent» par rapport à, des projets que je peux vendre? Est-ce que quand tu es passé producteur, il y a eu cette notion de: «Je fais plus de choses qui me plaisent à moi, en tout cas»? Alors sur la fiction, tout à fait. En fait, pour raccrocher les wagons, voilà, début des années 2010, chez AB, je me dis, «Je veux écrire, je fais des scénarios de cinéma, tout le monde s'en fout». Il y en a même qui me les renvoyaient dans une enveloppe. C'était, EuropaCorp, ils disaient: «Nous ne pouvons pas le lire parce que vous n'êtes pas recommandé par une personnalité du cinéma». Donc c'était un peu, Mmh. c'était, à l'époque où ils avaient des procès et cetera et en fait, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, il y a ce système-là. Si on envoie un truc à un agent, si on n'est pas recommandé par quelqu'un d'une boîte de prod et un manager, il l'envoie directement au service juridique. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce milieu?» J'ai essayé la télé. Donc il y avait JLA qui venait de se splitter de AB, mais qui était proche. Donc je vais les voir et ils me regardent, ils me disent: «Bon, bah, toi, t'es pas du milieu, quoi. Tu es un gars, tu fais des magazines, tu pas du milieu, tu peux pas rentrer dans la fiction et cetera». Donc ce que j'ai fait,
et ce que je recommande à tous les scénaristes de faire, mais beaucoup plus rapidement que moi, c'est que d'une part, j'ai beaucoup appris en regardant des masterclass, en m'inscrivant, en allant voir les Troubi, les Maquis, en faisant des stages au CEA, etc. Mais parallèlement, j'ai fait beaucoup de réseautage. Je suis allé à un truc qui s'appelait à l'époque Scénariste en série à Aix-les-Bains. C'était l'ancêtre du festival série de Fontainebleau qu'on regrette beaucoup. Et je suis allé me faire pote avec tous les gens qui étaient là-bas. Et à l'époque, le milieu de la fiction, c'était 50 personnes, donc on pouvait être pote avec tout le monde très très facilement. Enfin, 50, peut-être 100 ou 200, mais c'était pas les 4000 personnes qu'on retrouve maintenant à La Rochelle ou à Lille. Et donc, je me suis dit, tiens, pour réussir dans ce milieu, moi qui étais plutôt introverti, timide et tout, il faut que j'ai déjà bu des coups. En plus, je bois pas d'alcool, donc c'est vraiment un énorme Ah oui, bah alors là, ce n'est pas Gilles. un énorme handicap. Mais disons qu'un coca, il fallait avoir bu des coca avec tout le monde. Donc, j'ai fait ça et je me suis dit, bah, je vais écrire des choses qui me plaisent. J'écris des choses qui me plaisent et notamment, j'ai écrit un truc qui s'appelait Face au diable, qui est une web-série à l'époque où il y avait des web-séries faites par Studio 4, l'ancêtre de Slash, et qui a gagné un appel d'offres et qui a pu être faite. Et c'était vraiment mon goût, ce que j'aimais, des séries politiques avec un peu de thriller, un peu de sexe, un peu d'humour, etc. Et donc, à l'époque, moi, ce que je pensais, comme tous les scénaristes qui débutent, c'est il faut faire ce que t'aimes et c'est comme ça que tu vas avoir du succès. Mais, mais très vite, je me suis rendu compte que cette stratégie-là, elle était bonne quand il y avait Studio 4, elle était bonne avec le CNC. J'ai eu 3 fois le fonds d'aide à l'innovation, j'ai été envoyé à Los Angeles par Boulevard des séries, j'ai gagné le prix du pilote, etc. Mais en fait, par rapport au marché, ça ne marche pas. Ça se transforme pas, ouais. Une fois que Studio 4, alors il y a des succès d'années, de Studio 4 aujourd'hui. Maintenant, il y a même si c'est fragile, il y a OCS, il y a 13e rue, il y a un peu quelques programmes courts d'Arte, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait cette fenêtre où on pouvait dire on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. L'appel à projet, cet appel à projet, c'est une boîte de polyestyrène avec dedans des petits objets. Et Boris Razon, qui dirige maintenant Arte, avait eu cette idée-là, une boîte de polyestyrène avec des petits objets, un bout de chocolat, du papier de verre, un élastique, des mots cryptés, etc. Il fallait imaginer un projet avec ces trucs-là. Ça voulait dire la liberté totale qu'on avait à l'époque. Il n'y avait même pas de thème. Donc évidemment, vous faisiez coller ça avec un thème que vous aviez en tête, un sujet que vous aviez envie de traiter. Moi, j'avais envie de traiter l'histoire d'un syndicaliste d'extrême gauche déchu qui tombe amoureux de Marion Maréchal Le Pen. Donc c'est l'histoire de Face au diable. Et donc voilà. Mais quand cette série est sortie sur Studio 4 et sur YouTube, déjà France Télévisions, c'était en période d'élection, la direction avait changé, donc ils se sont dit, mais est-ce qu'on va pas plutôt le mettre dans un placard? Est-ce qu'on va diffuser cette chose-là? C'est problématique, on s'attaque quand même à la famille Le Pen, etc. Et heureusement, il y avait Xavier Couture à l'époque qui a dit non, on le passe, mais c'est passé assez discrètement. Moi, j'en suis très fier. J'en montre des extraits à qui veut, mais voilà, le truc est resté un peu dans un coin. Et surtout, après, lorsque je suis allé voir France Télévisions en disant, bah regardez, j'ai fait ça, maintenant je peux faire du prime time, ils m'ont regardé en me disant, ah, t'as fait ça, là, le truc, le bac à sable, là, oui, bah va faire un tour. Le prime time, c'est pour les grandes personnes. Donc, ça a mis du temps, énormément de temps, avant d'arriver à coller les deux bouts, c'est-à-dire, tiens, j'ai fait un truc super edgy, une série politique avec un peu d'humour sur un petit guichet dans un coin, et d'arriver plus tard à produire ou à vendre des téléfilms, des web-séries, pardon, pas des web-séries, des vraies séries. Il y a quand même, voilà, il s'est passé un temps parce que c'était vraiment 2 univers différents. Ouais, tu as insisté sur effectivement sur cette grande révélation qu'on a tous dans le métier, c'est-à-dire qu'il y a des projets qu'on a envie de faire, puis il y a des projets qui nous font manger, et voilà, qui nous permettent effectivement de progresser, d'avancer on va dire dans un cheminement agréable et positif. Donc toi, tu disais que après cette série pour pour Studio 4, tu vas mettre un certain temps du coup à continuer à passer à du format plus long. Comment ça va se passer justement cette période-là? Quelles vont être les remises en cause que tu vas faire, et comment tu franchis ce cap qui peut être très intéressant pour les gens qui nous écoutent? Alors il y a plusieurs aspects, parce qu'il y a l'aspect éditorial et il y a l'aspect économique. L'aspect économique, c'est que moi à l'époque je suis en CDI, donc je dis toujours aux gens, ouais, ça peut être intéressant que vous ayez un revenu pour être scénariste, mais si ce revenu, le prix pour avoir ce revenu, c'est d'y passer 8 heures ou 10 heures par jour au bureau, vous ne pourrez pas être scénariste.
Donc ça a retardé ma carrière de scénariste parce que c'était mon truc du dimanche. Je le faisais 1 heure avant de partir au bureau le matin, je le faisais le week-end, etc. Donc ça me permettait en effet de gagner des prix et de rester dans ma petite bulle de ouais, moi je fais que des trucs historiques, politiques, des trucs sur les syndicalistes, des trucs sur voilà. Je fais que ce qui me plaît, mais voilà, j'étais dans mon petit coin, quoi. Donc il y a dans les remises en cause aussi, il y a cette remise en cause. À un moment donné, si on veut être scénariste, c'est pas quelque chose qui est facile, mais à un moment donné, il faut s'y investir beaucoup d'heures par jour pour que ça marche. C'est une chose. Après, sur l'éditorial, je pensais qu'on pouvait faire les deux. C'est-à-dire, je me disais, d'un côté, avec Morgane Productions, on va produire des choses que je n'écris pas, je suis juste le producteur et qui sont vraiment très grand public. Et notamment, vu que France Télévisions, qui était notre client principal, nous voyait venir, comme à l'époque, beaucoup de nouvelles sociétés de production qui voulaient faire de la fiction. Ils nous disaient, bon, qu'est-ce que vous avez de spécial? Qu'est-ce que vous avez qu'on n'a pas? On n'a pas besoin de vous. Et à un moment donné, on a dit, on a un truc que vous n'avez pas, c'est Stéphane Bern. Et donc, très bien, faisons Meurtre en Lorraine avec Stéphane Bern. Et après, on s'est mis à faire comme ça 2-3 téléfilms. On a fait 2 téléfilms avec Stéphane Bern, avec Patrick Fiori. Donc, c'était les packages, on va dire, de People. Des téléfilms d'ailleurs dont je suis très fier en tant que producteur, mais dont je n'étais pas l'auteur. Et de l'autre côté, j'écrivais mes petits trucs et à chaque année, enfin pas chaque année, mais quasiment tous les 2 ans, j'avais le FAIA, donc je me disais, je suis scénariste. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu le FAIA, mais c'est un truc, en fait, on a une douche d'argent. Fondé de l'innovation du Voilà. CNC, c'est ça. C'est une douche d'argent, beaucoup d'argent, ça peut être jusqu'à 30 000 €, mais à la seconde où il y a un tel taux de transformation tellement faible en vraies séries qui sont tournées, c'est qu'à la seconde où vous apprenez que vous avez cet argent, vous savez à peu près qu'il y a une chance quasiment de 0 que votre série se fasse. Ouais. Il y a une J'ai eu le même cas aussi avec une série, ouais. Ça arrive, il y a des séries très connues qui ont eu le FAIA, mais quand même, en général, si on est un peu dans les statistiques et tout, on se dit ah merde, dis donc, c'est la bénédiction-malédiction, voilà. Mais on fait son truc, il faut écrire un pilote, il faut quand même livrer, il ne donne pas l'argent contre rien, il faut écrire le pilote, il faut écrire des synopsis, etc. Et donc, je vivais dans cette schizophrénie jusqu'au moment où je me suis retrouvé face à un problème qui était de dire tiens, on n'arrive pas à vendre de séries à France Télévisions. On en avait une en développement qui nous a été arrêtée lors d'un changement de direction. Et on s'est dit, OK, on fait partie des 10 milliards de productions qui font un téléfilm de temps en temps, un téléfilm tous les 2 ans ou un téléfilm tous les ans. Et on n'arrivera jamais à faire de séries. Donc, il faut qu'on fasse des séries. Et c'est qui le gros gâteau à part France Télévisions? C'est TF1. Je vous passe sur le fait que j'avais passé des années à envoyer des projets à Arte et Canal jusqu'à ce que je comprenne qu'on ne pouvait pas faire des téléfilms avec Stéphane Bern et vendre des projets à Arte et Canal. C'était pas possible. Donc, on s'était cramé nous-mêmes par notre succès et nos 5 millions de spectateurs sur France Télévisions en ayant fait quelque chose de très populaire. Ça voulait dire que les gens qu'on connaissait, pourtant qu'on connaissait bien chez Arte et Canal, ils changeaient de trottoir quand ils nous voyaient parce que… Oui, c'est ça, t'étais mis dans une niche en fait. Dans la grande niche qui était le grand public, mais ça voulait dire qu'on n'était pas haut et court, quoi. On n'était pas un producteur chic on était producteur chic dans tout un tas de domaines, mais sur la fiction, on était un producteur mainstream. Donc, je me suis dit, OK, faut qu'on aille voir TF1. Et TF1, cette société, Morgane n'avait jamais, ou en tout cas, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé avec TF1. Donc, il fallait qu'on montre patte blanche. Donc, au début, je suis allé voir plein de scénaristes bankable. Donc, ça, c'était dans ma fonction de producteur. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, venez, on va aller proposer des projets à TF1. On en a proposé quelques-uns, mais ils en avaient un peu marre, les scénaristes bankable, parce que, et d'ailleurs, c'est toujours pareil aujourd'hui, de dire, moi, je ne vais pas développer des projets, ça va mettre des années, etc. Moi, je veux travailler sur des séries qui existent déjà. Ça, c'est un problème qu'on a dans notre milieu, c'est qu'en gros, tous les scénaristes débutants font du développement, et tous les scénaristes confirmés arrivent sur des trucs qui sont déjà tout cuits, parce que comme ça, il y a plus de chances que ça se fasse, c'est mieux payé et tout ça. Et donc, au bout d'un moment, et on s'était pris des vents avec des projets écrits par plein de scénaristes très compétents, très connus, etc. J'ai dit, moi, je vais le faire moi-même. Je vais arrêter ma petite posture de gars qui fait des séries politiques et je vais apprendre la grammaire TF1. Donc, j'ai regardé toutes les séries de TF1 pendant des années. Enfin, heureusement, ça n'a pas mis des années. Hein, ça a mis. J'essaye de voir là entre Face au diable et le moment où ils m'ont appelé pour dire qu'ils faisaient la série que j'avais créée qui s'appelait Addict, il y a eu 4 ans. Donc, j'ai regardé tout ce que faisait TF1, j'ai analysé, j'ai compris, je me suis pris des vents, j'ai eu 6 ou 7 refus, un peu plus même. Et au bout d'un moment, j'ai attrapé l'ADN
Et donc, un de mes dossiers, une Bible que j'ai écrite moi, est arrivé à TF1. Ils ont mis longtemps pour répondre. J'ai cru que j'allais arrêter le métier. Et je l'ai envoyé, je crois, en septembre. Et le 24 décembre ou le 23 décembre, je me suis dit, OK, j'arrête. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas faire ce métier de vendre des séries, d'écrire des trucs pour TF1. Je suis nul et tout. Et là, j'ai un coup de fil de Solène Bouton et Céline François qui me disent, écoute, tu sais quoi, ta série là, que tu nous as envoyée en septembre, on va la faire. Donc, c'était le plus beau jour de ma vie, ou plutôt les plus belles 2 secondes de ma vie, puisque 2 secondes après, ils m'ont dit, en revanche, nous, on a une condition pour TF1, on ne peut pas être à la fois producteur et scénariste, donc il faut que tu prennes d'autres scénaristes. Et donc, pareil que le truc du CNC, mais évidemment beaucoup plus positif, j'ai compris que il fallait, dans l'espace d'une seconde, j'étais bien obligé de dire oui, mais bien sûr, quelle bonne idée. J'allais écrire une. Oui, parce que t'as raison, Gilles, de mettre ça en. Je te coupe, mais tu as raison de mettre ça en avant. C'est vrai que c'est compliqué. Tu peux pas être producteur et être scénariste. C'est pas très bien vu en chaîne, quoi. Disons qu'il y a eu une confusion qui a été entretenue. En fait, ça dépend des diffuseurs. Il y a une confusion qui a été entretenue par la vague du showrunner et par le succès de Fanny Herrero et d'autres autour de ça, et de Frédéric Crévin et tout ça. Autant, si tu veux, certains scénaristes arrivent à un certain niveau de réputation qui fait qu'ils arrivent à s'imposer en tant que producteurs. C'est le cas de Frédéric Crévin, de Fanny Herrero, d'Anne Landois, etc. Autant, à contrario, d'abord, toutes les chaînes n'aiment pas ça. Il y a des chaînes qui n'aiment pas ça. Je ne citerai pas lesquelles, mais il y en a qui sont plutôt contre ce phénomène parce que ça donne du pouvoir à des gens qui sont des créatifs et qui sont susceptibles d'être capricieux ou ingérables ou mal prendre des notes brutales. Et donc, il y a beaucoup de chaînes qui disent non, mais nous, on veut que ce soit 2 fonctions séparées et aussi, on veut pouvoir parler comme on le sent. Si on dit c'est nul, ils sont nuls, c'est ça. Dieu sait si ça m'est arrivé d'entendre ça. Vire les scénaristes, ils sont nuls. Vire les scénaristes, ils sont nuls. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus dur. Et d'ailleurs, j'ai eu des cas où juste 5 minutes après, il y avait un Zoom avec les 10 scénaristes. Et les gens des chaînes disaient alors, mais comment vous allez? Ça va bien et tout. Donc, ils veulent pas avoir ce rôle de bad cop. Donc, ils se servent du producteur qui est l'adulte et qui est le bad cop. Donc, en effet, là, in the blink of an eye, comme on dit en anglais, je disais, ah, génial, j'ai vendu une série, un truc qui va exister et tout. Enfin, peut-être, mais il a existé, du coup, ça s'appelait Addict. Et 3 secondes après, je dis, ah, mais en fait, moi qui me prenais pour un showrunner parce que j'avais créé une web série de 10 fois 8 minutes avant, en fait, non, je vais être juste un producteur qui a écrit une Bible qui va être considéré comme créateur de la série, mais je vais devoir encadrer des gens pour la faire. Tu parlais de Bible de façon générale, tu as dû en voir beaucoup passer. Pour toi, quelle est la Bible idéale? Pour revenir un petit peu au point méthodologie, on aime bien faire ça dans le podcast. Ouais, ça c'est notre quête à nous avec Maxence. On a des documents de Bible qui ont été travaillés, retravaillés pour arriver à une structure, tu vois, qui nous paraît toujours idéale en ayant vu des milliers de projets. Mais ouais, on est carrément preneur de ton avis. Alors, c'est marrant parce que je comptais l'autre jour et je crois que j'en ai écrit une 60aine. Je peux vous montrer, j'ai fait un petit... Ah oui, trop bien. petit truc avec des vignettes pour les compter. Non, mais je crois que j'en ai écrit une 60aine et j'en ai lu beaucoup en tant que producteur et aussi parce que je fais partie d'une commission qui s'appelle la commission Grand Est, la commission de comment dirais-je, d'attribution des subventions de la région Grand Est. C'est chez moi, je viens de l'Est de la France. Super. Moi, je suis de Paris, mais comme j'ai fait Meurtre en Lorraine, après, je suis devenu ami avec ces gens-là et je fais partie de la commission. Alors, en fait, il y a pas de recette. Par exemple, la Bible d'Addict, j'avais oublié de mettre un truc, et vous allez trouver ça marrant, j'avais oublié de mettre le pitch. Parce que souvent, je fais des cours dans plein d'écoles d'audiovisuel, et quand je la montre, j'ai dit, regardez, en fait, il n'y a nulle part écrit ce que c'est. C'est-à-dire, il y a écrit Addict, thriller sulfureux. Alors bon, on sait un peu thriller sulfureux, on imagine ce que ça peut être. On ouvre, et il y a écrit première soirée, et là, il y a 10 pages de synopsis de la première soirée. J'étais tellement concentré sur mon truc que j'ai oublié de dire bonjour, quoi. Et aujourd'hui, moi, ça m'insupporte de devoir lire plein de pages pour comprendre ce que c'est. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a pas de Bible idéale. Aujourd'hui, on utilise ce mot, mais à un bout, il y a la Bible, au milieu, il y a le pitch deck, à l'autre bout, il y a le one-pager ou le pitch oral. En fait, c'est comme le chat. Le bon chat, c'est celui qui attrape les souris. Donc, la Bible, peu importe le nombre de pages, ce qui compte, c'est qu'en effet, il y a un pitch qui soit extrêmement concis et qui explique ce que c'est en une demi-page ou une page. Et d'ailleurs,
Si des gens sont plus gradés dans la chaîne, ils vont peut-être lire que ce truc-là, ils vont pas se faire chier à lire les 30 pages, etc. Et d'ailleurs, on découvre beaucoup avec la Bible je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui lisent pas tout. Ils lisent pas les fiches personnages, ou ils lisent pas les synopsis, ou ils lisent pas les arcs. Je dis, ouais, ils disent, ouais, bah, j'ai compris. Non, mais Et c'est ça, ouais. Globalement. il faut que ce soit lisible de partout, hein. Donc moi, je pense que c'est flexible. Après, évidemment qu'il faut qu'on comprenne la promesse, il faut qu'on comprenne le genre, il faut qu'on comprenne la tonalité, il faut qu'on comprenne le point de vue, il faut qu'on comprenne le ou les personnages, point de vue, l'écosystème de personnages, s'il y en a un ou le personnage. Et après, pour le coup, le développement, il peut être plus ou moins grand. Il y a des bibles de séries qui se sont vendues, notamment les séries procédurales, des séries policières, où il y a aucun synopsis. Il y a juste écrit, voilà, à chaque fois, il y aura une intrigue A, B, C. La A, c'est sur la A, c'est sur les enquêtes. La B, c'est la rom-com entre les flics. La C, c'est un petit truc marrant. Voilà. Donc évidemment, moi, je fais beaucoup de mini-séries. En tout cas, j'écris beaucoup de mini-séries. En l'occurrence, en ce moment, j'en écris une pour TF1 avec mes camarades Sophie Maurer, Jérémy Bonheur et Camille Autain. En tout cas, je propose énormément de mini-séries. Et là, quand il y a une mini-série, il y a une histoire et il faut arriver à la décrire, la décrire concaténée, de la suggérer, etc. Mais on ne peut pas dire, oui, oh, bah, il y aura une histoire B, une histoire A, une histoire C. On est obligé de donner le sel du truc. Mais ça dépend vraiment du type de série qu'on donne. Si c'est une série d'humour, il y en aura plus intérêt à peut-être montrer un bout de pilote avec des dialogues, etc. Si c'est une série procédurale, bah, on sait ce que c'est qu'une série procédurale. Donc, ce sera plutôt d'insister sur la mécanique entre les personnages, sur le personnage point de vue, qu'est-ce qu'ils ont comme méthode un peu particulière. Et si c'est une mini-série, bah oui, que ce soit un dossier de 5 pages ou de 15 pages, puisque maintenant on ne fait plus des grands dossiers. Ouais, faut le dire. Ouais, c'est bien que tu précises aux auditeurs et aux auditrices. C'est vrai que moi, j'ai connu au tout début des bibles. Moi, je me rappelle d'une bible sur une série qu'on a développée entre la Belgique et le Canada. Il y avait 80 pages. C'était énorme. Et aujourd'hui, on en voit, avec Maxence, on s'est limité à 10, 11 pages, je crois. Et en plus, maintenant, on demande des one-page, project, tu vois. C'est-à-dire, c'est même une page, en fait. Donc, tu as tout résumé. Ouais, après, ça va être aussi parce que la Bible, en fait, à la base, on dit la Bible, c'était un truc pour coordonner des auteurs sur des séries longues. Aujourd'hui, d'abord, il y a presque plus de séries longues, donc il n'y a pas besoin de coordonner, sauf si vous travaillez sur Ici tout commence. Il y a aucun besoin de coordonner qui que ce soit, puisqu'en général, vous allez faire des mini-séries où vous allez être 2, 3, 4, donc ça va se coordonner assez facilement. En revanche, en effet, d'une part, il y a eu l'arrivée de plateformes américaines avec d'autres méthodes, d'autres habitudes, le fait qu'il y a 100, 200 producteurs qui se sont créés en fiction, hein. Il y a 4 ou 5 000 producteurs audiovisuels en France, et moi je pense qu'il y en a au moins 300 qui ont un département fiction. Il y a quelques années, il y en avait 100 ou 200. Donc c'est sûr que les chaînes tout à coup se sont mis à recevoir beaucoup, beaucoup plus de choses, et donc elles ont voulu que ce soit plus concis, soit parce que certaines chaînes étaient submergées, comme TF1 qui reçoit 900 projets, soit parce que des nouveaux diffuseurs n'avaient pas les équipes. Quand Paramount s'est lancé en France, ils disaient, bah, nous on est un ou deux, puis en plus à côté de notre activité, on est directeur marketing, directeur de la com et tout, donc faites-nous un truc avec des photos, une page ou deux, qu'on comprenne facilement. Donc c'est sûr que ça a créé ça. Après, c'est aussi des étapes. C'est-à-dire qu'en général, peut-être que le one-pager, ça va être une introduction vis-à-vis du producteur ou de la chaîne, si vraiment le producteur a des très bonnes relations avec la chaîne, ou que vous avez des très bonnes relations avec la chaîne. Et puis à un moment donné, ils vont vous demander que ce soit un peu plus circonstancié. Donc vous allez devoir faire 5 pages, 10 pages, 15 pages. Moi, je pense qu'en effet, il y a l'histoire fabuleuse de Tigrane sur le projet Zéro Défaut, où ils ont refusé d'écrire quoi que ce soit et tout. Enfin, ils ont quand même écrit des choses, hein, quand ils ont eu un contrat. Ça s'étend. Et puis à un moment donné, quand vous arrivez en effet à 15-20 pages, il faut arrêter. Il faut dire, bah, les gars, là maintenant, c'est soit on a un contrat de développement, c'est-à-dire qu'avec la chaîne, tout le monde s'engage pour qu'on puisse écrire des arches et un pilote, soit il faut arrêter peut-être. Si je me trompe pas, tu as aussi le cofondateur de Miniroom, donc un atelier d'écriture que tu as cofondé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son fonctionnement? Absolument. Alors, en fait, au tout début, il y a des années, dans les années 2010, moi, j'avais fait, j'ai eu la chance j'ai eu la chance, oui. J'avais fait une formation sur au CEA
avec c'était sur c'était sur la comédie. Donc c'était pas franchement la plus ouf des formations que j'ai suivies au CEA. Il y en a d'autres qui sont bien meilleures, comme le polar par exemple. Mais j'avais eu l'immense chance là-bas de rencontrer Alice Chegaray-Brognaud et le regretté Nicolas Jean. Et Nicolas avait une idée en disant, écoute, voilà, il faut qu'on fasse un groupe d'auteurs. J'ai vu ça, il y a le SAS, ça leur réussit beaucoup, etc. Il faut qu'on fasse un groupe d'auteurs. Donc, on avait fait un truc qui s'appelait Serial Auteur avec Alice et Nicolas et un troisième camarade, je crois, Grégoire de Maison, voilà. Et donc, on écrivait à 3 des projets, on les balançait à droite, à gauche, on a vendu 1 ou 2 options. Et puis après, on a chacun vécu notre petite vie. Nicolas a créé cette série, Alice a co-créé avec lui HPI. D'ailleurs, à l'époque, il avait déjà l'idée de HPI, puisque je ne sais plus si c'était son fils. C'est son fils, je crois. Ouais. Asperger, Nicolas. Et donc, j'avais eu un peu une introduction à ce système-là, à ce système de groupe, d'ateliers, de cohésion entre scénaristes, etc. Et puis ensuite, lorsque chez Morgan, en tant que producteur, j'ai dû développer des projets, il y avait un truc qui se faisait pas mal à l'époque, c'était de mettre des scénaristes dans une pièce et de dire voilà, on doit faire un téléfilm avec Patrick Fiori ou avec Nolwenn Leroy, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme téléfilm? Donc de les faire travailler, non pas à faire des arches, mais à faire des concepts. Donc il y a eu pas mal ça dans les années 2020, plein de boîtes de prod ont mis des gens dans une pièce en disant tiens, faites-moi des polars bouclés, faites-moi des duos, faites-moi du thriller, faites-moi du ceci, faites-moi du cela. Donc moi, en tant que producteur, je l'ai beaucoup expérimenté. Ensuite, on m'a appelé pour pratiquer cet exercice d'encadrement d'atelier, notamment Sérimania m'a fait encadrer une partie de la résidence France-Israël, qui est une des résidences qu'il y a juste avant Sérimania. Ensuite, la Cité des scénaristes m'a fait encadrer aussi des ateliers. Et je me suis dit, c'est quand même super ce système, il faut que je l'utilise. Donc, lorsque je suis parti de Morgan Productions et j'ai créé ma boîte qui s'appelait Cool Drama, qui est une expérience qui a duré pendant 1 an et demi, je me suis dit, OK, quand on est une petite boîte qui se lance, personne ne vous envoie de projet, puisque les gens ne savent pas que vous existez, et ceux qui savent que vous existez, ils disent, moi, vaut mieux que je lui envoie une boîte connue pour que ça se vende. Je ne vais pas l'envoyer il est très gentil, Gilles Daniel, mais je ne vais pas te mettre tous mes œufs dans le panier, Gilles Daniel. Donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse pousser nos propres projets. Moi, tout seul, comme scénariste, puisque là, dans cette boîte-là, comme j'étais le patron, je pouvais être scénariste-producteur. En tout cas, c'était mon fantasme, jusqu'à ce que ça se heurte éventuellement à des rencontres avec des chaînes. Mais en tout cas, je me suis dit, je sais très bien que je peux faire peut-être 1, 2, 3 bibles par an. Je ne peux pas en faire 50. Or, le taux de vente, à l'époque, c'est un taux qu'il y a dans toutes les boîtes de prod. Maintenant, on dit peut-être qu'il est encore plus faible. Mais on dit, c'est 1 sur 10. Pour les scénaristes aussi, d'ailleurs, c'est un peu 1 sur 10. Moi, j'ai remarqué qu'en gros, c'est tous les 10 projets que j'écris qu'il y en a un qui a une convention avec une chaîne. Il y en a 9 qui sont morts. C'était le cas. Peut-être j'en avais écrit une dizaine avant Face au Diable. Ensuite, j'en ai écrit une dizaine avant Addict. Ensuite, j'en ai écrit une dizaine avant Sœur de Sang, c'est celui qui est en développement avec TF1, etc. Donc là, je dis aux producteurs, là, je suis au 9e. Le prochain, c'est sûr qu'il sera vendu, vous allez voir. Donc tout ça pour dire que je me suis dit, OK, il faut qu'on développe des ateliers d'écriture pour avoir plus de projets. Moi, je ne peux pas les faire tout seul et personne ne m'en envoie. Donc, on a fait des ateliers d'écriture. J'ai fait un système, c'était en demi-journée. Donc, c'était 12 demi-journées. Et on disait à la 12e demi-journée, on écrit dans mon bureau, on écrit tous ensemble. Et à la 12e demi-journée, on a une bible terminée, on l'envoie aux chaînes. En vrai, c'était un petit peu arithmétique, ce système. Ça a marché avec certains styles de séries, d'autres pas. Parfois, il fallait faire 24 demi-journées. Parfois, il fallait faire plus long. Mais en tout cas, le truc, c'était de dire, on travaille en présentiel, on est autour du bureau, on travaille tous ensemble et à la fin, il y a un dossier. Donc, ça a fait développer une méthodologie de création de série parce que c'est pas juste des réunions où on papote. Il faut dire, OK, de quoi on parle d'abord. Il faut avoir ce qu'on appelle un proto-pitch ou un vomit pitch, comme les Américains. Donc, il faut partir d'un truc, une petite idée qu'on a, puis on la fait grandir, on fait de la documentation, on développe un écosystème de personnages, on essaye de trouver un thème, on essaye de voir comment ça marche, etc. Et donc, quand Cool Drama s'est arrêté, donc il n'y avait plus d'argent, pour payer les salaires de tout ça, de ces gens-là et de moi, je me suis dit, OK, j'ai appelé 2 des auteurs avec qui je travaillais, qui sont Jérémy Bonheur et Camille Autain, et je leur ai dit, et si on continuait sans être payé? Tu vends du rêve. Tu vends du rêve. Ouais, mais quand on est scénariste, en fait, c'est pas une énorme news qu'on vous dise tu vas devoir travailler sans être payé. Non, la différence, je disais à Camille et Jérémy, là jusque-là,
vous faisiez ce travail et moi, je vous donnais 3 000 € chacun ou 4 000 € chacun. On va faire pareil, sauf qu'en fait, on va travailler, on va écrire le projet, on va l'envoyer à des producteurs et puis eux, ils vont nous donner 3 000 € à chacun, puis ça va être très bien. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vendu énormément de projets. Depuis 1 an et demi, depuis la fin de Mini-Room, pas la fin de Mini-Room, pardon, la fin de Cool Drama, j'ai eu la chance de pouvoir vendre avec Camille et Jérémy ou tout seul une dizaine de projets. Mais on voit que le marché ne balance pas toujours des billets de 3 000 et de 4 000. Parfois, c'est plutôt des billets de 1 000 ou des billets de 500. C'est-à-dire que peu importe que vous ayez passé 1 mois ou 2 pour faire des séries, on sent que le marché se tend et parfois les offres sont pas très énormes. Mais en tout cas, on a eu cette idée. Donc au début, on a commencé à travailler en mars comme ça, 2024, tous les 3. Et puis le festival de La Rochelle arrivant, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est que voilà, faut se donner des dates. Quand on travaille en groupe, faut se dire ok, faut pas qu'on arrive à La Rochelle avec les mains vides. Donc à chaque fois, on se dit tiens, il faudrait qu'on ait un dossier prêt pour cette date-là, pour Sérimania, pour La Rochelle et tout. Et surtout, on s'est dit mais en fait, il y a des centaines de scénaristes qui arrivent comme nous au festival de La Rochelle. Tout le monde s'en fout de nous, quoi. Et donc on a dit mais si on avait un nom, un logo et qu'on faisait un communiqué dans Satellifax, dans Écran Total et tout ça, et comme ça, les gens, ils sont au courant que, OK, il y a je sais pas combien de centaines de scénaristes qui sont à La Rochelle, mais il y a un truc qui s'appelle Mini-Room. Donc oui, on s'est inspiré de collectifs de scénaristes qui existent déjà, mais on n'est que 3, c'est pas un truc avec des 14 milliards de personnes. Et l'idée, c'était de dire, tiens, voilà, on a un logo, on a fait des tote bags, on avait des goodies, on avait des bonbons, etc. Et comme ça, les producteurs vont peut-être un peu se souvenir de notre système. Donc je dis pas qu'il faut forcément le faire à tout le monde parce que ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire que du coup, il y a des producteurs qui disent vous êtes 3, mais on doit vous payer tous les 3, fait chier, machin. Mais en revanche, en efficacité de développement, vous avez 3 cerveaux. Et donc, lorsque vous devez écrire notamment une mini-série, donc où il y a besoin, un mini-série thriller, besoin de beaucoup d'hypothèses, beaucoup de réflexion, beaucoup de recul et tout, d'être 3, c'est mieux, quoi. Donc, je l'ai fait avec Mini-Room et puis j'ai d'autres co-auteurs ou co-autrices avec qui je travaille à 2 ou à 3 et l'union fait la force. Et justement, je voudrais revenir sur cette expérience que tu nous as partagée de séries que tu écris. T'en es le producteur, donc la chaîne effectivement t'appelle un petit peu avant le réveillon en disant c'est super Gilles, on y va, mais tu seras juste prod, machin. Comment tu gères un peu ce deuil-là? Et est-ce que finalement tu as pu rattraper quand même une position de coécriture sur la série que tu avais imaginée? Alors, sur la série Addict, donc qui a été écrite pendant le confinement en 2020, enfin qui a été écrite pendant l'année 2020, l'année du Covid, non, moi j'ai été producteur. Comme j'avais pas de directeur littéraire, je faisais la direction littéraire. J'avais des scénaristes formidables, Didier Le Pêcheur et Delphine Labouret, qui étaient comme des éponges. Donc ils étaient pas. Il y a des scénaristes où vous leur donnez une idée, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Enfin, vous leur donnez, si vous êtes producteur, vous leur donnez tout ce qu'ils peuvent. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour proposer une autre idée par orgueil. Mais Didier et Delphine, c'est pas du tout comme ça. Ils disaient tiens, ouais, t'as raison, bonne idée, puis on le met. On le met dans la série. Après, c'était quand même Didier Le Pêcheur, c'est un réalisateur de cinéma, c'est des gens chevronnés, donc on pouvait pas non plus leur tenir le stylo quand on leur disait. Je me souviens, on s'était engueulé parce que je voulais changer les C majuscules en CCD majuscules dans Final Draft et n'était pas content que je touche à Final Draft. Mais ça, c'est moi aussi, je suis contrôle freak. Des fois, on a ces petites folies comme ça les uns les autres. Mais les C ou les CCD majuscules, ou est-ce que quand on dit maman, c'est avec un M majuscule ou un M minuscule, les gens vont se dire le mec est pas rangé. Bon, voilà, des fois on a ces petits trucs. Non, mais oui, non, c'était un deuil, c'est vrai, mais je me suis dit c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Tu sais, et vous avez dû le vivre aussi, il y a toujours un moment où on pense qu'on est arrivé quelque part. La première fois que j'ai eu mon badge c'était en 2009 d'un festival, j'ai cru que j'étais scénariste. La première fois que j'ai eu une option, je me suis dit ça y est, je suis enfin scénariste. La première fois que je suis allé à Canal dans un rendez-vous pour défendre une de mes séries avec un producteur, putain, j'étais scénariste, je pensais que la série allait se faire. La première fois que j'ai eu un package avec un réalisateur, avec voilà, la première. Et à chaque fois, on dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis en fait, non, c'est pas bon. Il y a eu cette phase de Studio 4 où on est showrunner d'un truc de 10 fois 10 minutes. Et puis après, on vous remet à votre place dans la chaîne alimentaire de dire ok, non, il y a les producteurs, il y a les scénaristes, etc. Après, il faut faire preuve d'humilité. On est dans un marché où les boîtes sont petites.
Et le job le plus rigolo où tu choisis les rideaux, l'actrice et le réalisateur, etc., c'est le job que trois communautés, trois types de personnes essayent d'avoir. Donc, il y a les scénaristes pour avoir plus de pouvoir et de contrôle, même si certains n'ont pas d'expérience du plateau. Donc, dire tiens, attention, si on prend cette veste verte en velours, en fait, quand on va la filmer, elle sera noire. Bon, bah ça, si tu n'as jamais fait du tournage, travaillé avec des chefs-op et tout, tu sais pas que le velours, ça absorbe la lumière et qu'en fait, toi, tu la vois verte, mais en fait, à l'image, elle sera noire. Bon, ça, c'est un truc, par exemple, qu'on a découvert sur Addict. Mais tout ça pour dire que, en gros, il y a des scénaristes qui veulent avoir une part du gâteau, pas forcément pour des raisons financières, mais pour des raisons d'être mieux respectés, de pouvoir respecter au tournage, vérifier jusqu'au tournage que ce qui va être filmé, bah, c'est ce qu'ils imaginaient dans leur tête. Et puis, de toute façon, être mieux respecté quand on est scénariste, on part pas de très haut. Donc c'est sûr que c'est une attente que beaucoup de gens ont. Après, il y a les réalisateurs, parce que c'est leur métier de choisir le casting, les fringues et tout. Donc ils disent, bah, attends, mais pourquoi ce serait quelqu'un d'autre qui le ferait? Et après, il y a les producteurs en France, où les boîtes de prod sont petites, et ils se disent, ah bah tiens, non, mais c'est moi ça. Ça, moi, aller déjeuner avec des acteurs et choisir le réalisateur et puis choisir les fringues et les rideaux, ça, c'est mon truc. Donc c'est sûr que c'est une partie rigolote, valorisante et qui est ensuite dont on peut se vanter, etc. Donc on est dans notre pays où le marché est petit et où les séries sont petites, on est trois sur le même gâteau. Et d'ailleurs, aux États-Unis, depuis qu'il y a de moins en moins de séries procédurales et de séries longues, et c'était une des raisons de la grève des scénaristes, il y a eu le même problème. Les gars, ils ont dit, OK, bah, les scénaristes, avant, ils allaient sur les tournages. Maintenant, les tournages, comme on a pris des crédits d'impôt au Nouveau-Mexique, ou je sais pas quoi, ils sont loin. Donc, avant, ils y allaient avec leur voiture. Les scénaristes, ils allaient sur le tournage, c'était à Hollywood. Mais les plateformes, elles ont dit non, mais c'est au Nouveau-Mexique. Moi, j'ai pas te payer une chambre là-bas, mon gars, donc tu restes chez toi. De toute façon, on a 6 épisodes, on n'a pas besoin de faire une armée mexicaine. Et tu n'as pas besoin d'aller sur le tournage, on a un réal ou une réal et qui vont s'occuper de ça. Donc, ça a complètement détruit le système du showrunner, ou en tout cas, ça l'a mis en danger. Et quand j'étais allé à Los Angeles pour Boulevard des séries, en fait, on était fascinés de voir qu'en fait, ils étaient devenus nous. Ils étaient devenus nous, c'est-à-dire que par le fait qu'il y avait plus de mini-séries, moins de séries procédurales, etc., bah, ils étaient arrivés à la même conclusion que nous, c'est-à-dire de dire, bon, bah oui, je résume pas que le showrunning, c'est juste choisir les actrices et la couleur des rideaux, parce que c'est aussi avoir des responsabilités quand quelqu'un se blesse, quand il y a une grève, quand ceci, etc. Mais en tout cas, on est dans un truc où quand c'est petit, il n'y a pas besoin que tout le monde fasse tout. Il y a des gens qui ont des métiers spécialisés. Donc, pour répondre quand même, to make a long story short, pour répondre à ta question, oui, évidemment que ça m'embête de ne pas le faire. Après, ce que j'essaye de voir, c'est selon les producteurs avec lesquels je travaille, est-ce que ça les intéresse ou pas? Là, je travaille avec un producteur qui me demande des moodboards, je fais les moodboards. Il y a un autre producteur qui me dit, mais tu verrais qui comme acteur ou comme réalisateur? J'envoie des listes d'acteurs et de réalisateurs. Il y a d'autres producteurs ou productrices, je sens que si je rentre là-dedans, je vais me faire taper. Parce qu'ils considèrent que c'est à eux. Même quand je dis, oh, ça va coûter trop cher cette scène, ils disent, tais-toi, c'est pas à toi de faire ça, c'est à nous. Mais oui, mais c'est pour vous. De toute façon, vous la tournerez jamais, cette scène, elle sera trop chère. Ils disent, oui, mais toi, t'es scénariste, alors ferme ta gueule. Donc, il faut doser. Si on arrive et qu'on dit, ouais, moi, je suis showrunner et c'est comme ça et c'est pas autrement, si vous n'êtes pas déjà ultra bankable, vous n'allez pas y arriver. Moi, je pense qu'il faut savoir s'adapter. Après, il y a quand même un nouveau paradigme dont je voulais parler. C'est qu'avec l'IA, jusqu'à présent, je ne parle pas de l'IA en écriture. Pour moi, ça n'existe pas en écriture. L'IA, c'est un outil de recherche. Aujourd'hui, le jour où on enregistre ce podcast, ça dure le plus longtemps possible. Pour moi, l'IA, c'est un super outil de recherche, de brainstorming, de ce qu'on veut, mais ce n'est pas un outil d'écriture. En revanche, là où aujourd'hui, on est à la merci des producteurs et des chaînes, parce qu'il faut 1,3 million pour faire un épisode de 52 minutes, voire 3 millions si c'est pour une plateforme française, voire 10 millions si c'est pour une plateforme américaine, avec l'IA, peut-être qu'on va pouvoir faire des épisodes avec nos économies. Donc là, peut-être que du coup, se former au showrunning, et là, on pourra choisir tous les rideaux et toutes les actrices et tous les acteurs qu'on veut et toutes les cascades qu'on veut, parce qu'il suffira de dire à VO ou à Nano Banana Gemini 2.5 ou à machin, il suffira de dire, voilà, moi, ma série, elle se passe à la Révolution, et il y a Napoléon qui fait ci, qui fait ça, et hop, le truc le fera. Donc ça, pour moi, ça va quand même complètement redistribuer le game, complètement, ce qu'on va pouvoir maîtriser
potentiellement toute la fabrication jusqu'au PAD. Donc du coup, notre problématique, ce sera pas une problématique de financement, mais ce sera une problématique de distribution. C'est-à-dire comment je fais pour que la série que j'ai créée de A à Z, elle soit vue par des gens. Je te rejoins là-dessus parce que je l'ai vu passer, c'était à production, la boîte d'Arthur, là, qui vient de produire un documentaire qui va être diffusé sur Planète. C'est autour de Napoléon III ou alors Jules César, je sais plus. En tout cas, quelque chose d'historique et c'est le bureau de développement IA d'Arthur qui a fait tout ce qui était reconstitution et compagnie. Alors, je suis pas dans le secret des dieux par rapport à ça, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à voir personnellement ça un petit peu comme l'arrivée des appareils photo réflexes, tu sais, pour les tournages. Ça a permis à plein de gens de faire du court-métrage. Il y avait plus besoin d'avoir de pellicule, il y avait même plus besoin d'avoir de petites cassettes mini DV ou Betacam. Et puis d'un coup, tu avais cet appareil photo, tu avais ta carte SD, ça faisait des images pas trop dégueulasses. Et à partir de là, tu pouvais travailler le matériau. J'ai l'impression, moi, j'ai un peu ce sentiment que ça va ouvrir un peu cette porte-là à l'IA. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir peut-être des full créateurs, comme on les a eu comme les youtubeurs au début, en fait, qui s'éclairaient, qui se filmaient, qui se montaient et qui se diffusaient, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi et c'est aussi l'équivalent des home studios pour la musique. À la différence aussi, comme moi, si tu veux, quand il y a eu les 5D, les Alpha 7S et ces appareils photo, il fallait quand même avoir outre savoir écrire, il fallait quand même avoir des amis qui étaient comédiens, etc. etc. Aujourd'hui, quand même, l'étape, c'est terrible. On peut dire, tiens, tel personnage dit ça, tel personnage dit ça, et il y a un mois, on aurait dit, c'est nul, ça marche pas. Enfin, moi, j'ai vu un pilote qui a été fait avec un scénario que j'ai écrit et où c'était vraiment nul. L'acting était nul. En revanche, aujourd'hui, enfin, la semaine dernière, j'ai vu des choses qui sont générées comme ça et où l'acting est pas mal. Donc ça veut dire que on n'a même plus besoin d'avoir des copains comédiens. Comme on est responsable, on va essayer de continuer à faire de la fiction avec des comédiens, et même si c'est du motion capture et tout ça. Mais l'autonomie qui est possible pour un créateur est multipliée par 10. Pour reprendre un petit peu la série d'articles que tu as fait sur les séries et sur la montée des plateformes dont David a parlé en début de podcast, il y a un article qui est autour un petit peu de tout ce qui est français, justement, et ce qui se passe à l'international. Donc, pour toi, qu'est-ce qui font que des projets comme un 10%, Lupin ou même HPI aient réussi à toucher l'international? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la French Touch et qu'est-ce qui est de l'ordre un petit peu il y a une recette magique qui fait que ces projets sont allés un petit peu plus loin? Alors, les conflits ne sont pas forcément exactement les mêmes parce que tu as la French Touch dans 10% et on voit la rue de Rivoli, on voit des acteurs français qui sont connus dans d'autres pays, etc. Et dans Lupin, parce que ça commence par la pyramide des Douvres. Ce qui pour HPI qui est tourné à Lille, il n'y a pas cette dimension. Il y a une actrice que les gens ne connaissent pas en dehors de la France, à part les Anglais qui avaient vu Engrenage sur BBC 3 ou je ne sais quoi. Donc on n'est pas tout à fait dans le même paramètre. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on a acquis un savoir-faire qui nous a donné une crédibilité à l'international, parce qu'il y avait certaines séries qui avaient bien voyagé dans le monde, Hélène et les garçons, Sous le soleil, etc. Mais bon, tout le monde ne se battait pas non plus pour passer nos séries. Et puis, il y a eu un déclenchement où tout à coup, les gens ont dit, tiens, 10%, on va en faire 11 adaptations. HPI, on va en faire 9 adaptations. Le Bureau des légendes, on va en faire une adaptation sur Showtime et tout ça. Donc, il y a eu une professionnalisation. J'en parle dans un de mes articles. Il y a eu un truc qui s'est appelé le rapport Chevalier, je crois que c'était en 2011, par le directeur de la fiction d'Arte et Franck Philippon, scénariste très célèbre, et qui ont dit, mais comment on peut faire pour se réorganiser, pour être un peu plus comme les Américains? Déjà, arrêtons de faire des 90 minutes qui nous font perdre enfin, en tout cas, qui ne nous font pas nous approcher du savoir-faire 52 minutes, des histoires chorales, des histoires sophistiquées, et c'est à cette époque-là que sont nés Le Village français ou autres, des séries, Engrenage, des grandes séries françaises où on a exploré un savoir-faire qu'on avait perdu alors qu'on l'avait inventé. Enfin, on l'avait récupéré de Socrate et après on l'avait développé, on l'avait inventé. Et puis après, il y a la nouvelle vague où on a dit non, mais on s'en fout des règles, on fait ce qu'on veut. Puis 1h30, c'est très bien. Et puis c'est le réalisateur qui décide. Il n'y a pas de scénariste. Et petit à petit, la fiction française a reconquis son autonomie. Ce qui est marrant, par exemple, c'est qu'à l'époque de l'ORTF, les réalisateurs, ils élisaient entre eux celui qui allait être directeur de la fiction.
Aujourd'hui, on voit bien que le réalisateur, en tout cas, dans les chaînes, la plupart des chaînes, hertziennes, c'est quelqu'un qui arrive un peu en bout de course et vraiment, c'est les scénaristes qui sont là au début, dans la gestation, dans le développement, dans la conception et cetera. Donc il y a vraiment tout un tas de trucs qui se sont renversés. Une professionnalisation de tout le monde, des gens qui ont aussi analysé, qui ont eu comme les gens du SAS, dont on parle beaucoup, donc collectif de scénaristes auquel appartenaient Fanny Herrero et plein d'autres. Ce sont des gens qui ont pris leur Excel et qui ont regardé des séries américaines et qui, comme moi je l'ai fait, et qui ont calculé, voilà, les séquences, elles font tant de minutes, elles s'enchaînent comme ça, les histoires, elles sont enchaînées ABC dans cet ordre-là, il y a tel enjeu, tel truc. Donc, on a un peu ouvert le moteur pour apprendre à faire comme eux. Et puis après, dans l'esthétique aussi, il y a des gens qui se sont dit, comme Olivier Marchal, bon, tant qu'on filme des 405 et des ANPE, on n'arrivera jamais à exporter. À un moment donné, il faut glamouriser ce qu'on filme. Il faut garder ce qu'il y a de meilleur dans la France, mais il faut se débarrasser esthétiquement des trucs qui sont cheapos. Et donc, de plus en plus, il y a des séries il y a eu l'esthétique nordique noire, et puis après, il y en a d'autres où soit on montre que c'est à Paris et en France, et donc il faut montrer les monuments, etc. Soit c'est français, mais si on coupe le son, ça pourrait être filmé ailleurs. Parce qu'il y a une esthétique internationale, c'est pas complètement blanchâtre partout, c'est un peu plus noir, c'est un peu plus stylé. Il y a des partis pris qui sont plus affirmés, esthétiques, pas seulement narratifs. Est-ce que toi, tu as un exemple justement d'une série que tu as peut-être en stock et que tu as fait évoluer justement par rapport à ces critères aujourd'hui? Et je rebondis sur une chose, c'est vrai que du coup, il y a une sorte d'uniformisation presque mondiale, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois La Casa de Papel ou Squid Game ou Alice in Borderland sur des plateformes, qui sont des séries qui ne sont pas américaines, bien évidemment, on retrouve finalement presque une codification effectivement inspirée de la télé du câble américain. De séries, non, mais en fait, on a toujours en fait, le problème, c'est que quand on crée des séries, on est influencé par ce qu'on voit, mais qui a été créé entre 2 et 5 ans plus tôt, et par ce qu'on entend de ce que veulent les chaînes, qui est à un instant T. Sauf que notre développement, en général, il va mettre 2 ans. Alors, le temps court en France, à part pendant la toute petite période où Netflix s'est lancé, où ils étaient arrivés avec les résultats éditoriaux qu'on sait, mais en tout cas, ils disaient: «Non, mais nous, on tourne en octobre». C'est ce que raconte Tigrane dans votre podcast. Nous, on tourne en octobre, on est en janvier. Allez, tu m'écris tout ça vite fait. Bon, le truc qui s'est stabilisé, c'est 2 ans. D'accord? Donc, toutes les séries s'écrivent à peu près en 2 ans quand ça va bien, ou 7 ans quand ça va pas bien, quand c'est HPI, quand c'est 10%, etc. Donc, en effet, vous êtes dans l'instant. Donc, en effet, vous allez dire: tiens, il faut des couleurs vives, il faut ceci, il faut cela, il faut que ce soit feel good, mais il faut que ce soit du thriller, parce qu'on est dans le problème de l'économie, de l'attention, etc. Sauf que votre série va passer dans 2 ans. Donc, il faut, et ça, c'est notre rôle de créatif, c'est hyper dur, c'est-à-dire à la fois de se laisser un peu pénétrer par la demande du marché et par la mode, mais aussi de se dire: tiens, mais dans 2 ans, ce sera comment? Comment on va faire pour émerger dans 2 ans? Alors, heureusement, en ce moment, il y a un mouvement dans les chaînes qui dit: ouais, on veut de l'aventure, on veut du genre, on veut du ceci, on va voir jusqu'où ça va. Mais tout l'espèce de carcan, la prison polar dans laquelle on était enfermé depuis des années est en train de se libérer. Bon, il faut faire des thrillers d'aventure, hein. On n'a pas dit qu'il fallait faire de la Oui. On va pas retourner tout non plus. Voilà, on va pas tout retourner, mais en effet, c'est hyper dur et on essaye, et on fait pas assez de faire de la prospective, de dire: tiens, OK, on sera où dans 2 ans? La société, mais aussi l'esthétique, les consommations, les habitudes. Maintenant, il y a des gens qui regardent des séries avec des épisodes de 2 minutes, il y a des générations qui regardent pas du tout les séries, comme moi j'ai un fils de 18 ans. Bon, à part quelques événements de l'année où c'est obligatoire, genre la nouvelle série d'Outer Banks où, bon, si tu as 18 ans et que tu l'as pas vue, tu es personne. Tu peux passer toute l'année sans regarder de séries. Il y a pas de demande, il y a pas de besoin. Tu as TikTok, tu as YouTube, tu as des milliards de trucs à regarder. Donc, il faut arriver à se projeter là-dedans, à se projeter dans les usages. Il y avait cette expression à la mode il y a quelques mois où on disait: ah Netflix, parce qu'il y a eu un grand article américain où ils disaient: non, mais en fait, ils ont dit que maintenant c'était second screen. C'était en gros que c'était une activité d'accompagnement. Donc en fait, toi, quand tu es scénariste, il faut que tu réfléchisses le téléspectateur, il est sur TikTok et il regarde Netflix en fond. Un peu comme avant. Les séries quotidiennes qui passaient l'après-midi, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs de Un si grand soleil, qui était il faut tout le temps que ça parle, parce que les gens, ils sont en train de faire du repassage ou de faire les devoirs des enfants et tout, donc il faut qu'on entende ce qui se dit. Bon, tu as ces mouvements-là,
Mais est-ce que c'est la religion que tu te donnes? Est-ce que tu dis: «OK, je vais faire un truc qui est verbeux du début jusqu'à la fin»? Est-ce que je fais un truc qui est tendu, thriller du début jusqu'à la fin? Ou est-ce que peut-être dans 2 ans, on va vouloir autre chose que ça? C'est-à-dire cette méthode de captation de l'attention, est-ce que c'est la bonne? Ou est-ce que les gens, typiquement, il y avait beaucoup de nordiques noirs et de thrillers noirs avant le covid et donc au moment du covid, les gens se sont dit: «Ah non putain, les gens, il y a trop c'est trop dark, il faut du feel good». Mais le feel good, le problème, c'est qu'on ne sait pas le faire ou en tout cas, on croit qu'on ne sait pas le faire. Ça, c'est génial aussi en France, on dit maintenant: «On ne sait pas faire de sitcom, on ne sait pas faire de comédie». Bon, il y a un truc qui s'appelle Scène de ménage tous les jours qui fait 26 minutes, Ouais. qui marche très bien, mais en fait, on croit qu'on ne sait pas le faire. C'est amusant. Mais tout ça pour dire que donc on a essayé de mélanger. On a dit: «Tiens, on va faire du feel good, mais avec une enquête policière». Donc comme ça, il y a quand même une tension et puis il y aura toujours, cette rigolade avec un moment donné de saturation, au moment des pandas, des mercatos et tout, où, ils se sont dit, c'est là où il y a eu le changement de direction de la fiction chez TF1, où ils se sont dit: «Mais en fait, on a des comédies où finalement, plus personne n'a rien à foutre des enquêtes et les enquêtes sont juste un prétexte, qui est mis derrière la comédie. Donc il faut refaire des vraies enquêtes». Donc ils sont partis dans des vraies enquêtes, des trucs un peu plus pas à la Meurtra, mais en tout cas un peu plus à la France Télévisions. Puis après, ils se sont dit: «Ah non, mais là, aujourd'hui, il faut qu'on mette de l'aventure, il faut qu'on mette d'autres genres». Donc c'est intéressant. Mais nous, quand on est scénariste, si on en est capable, et je dis pas que j'en suis capable, j'en sais rien, c'est mon espoir, il faut qu'on se dise: «OK, mais c'est quoi le truc pour dans 2 ans?» Alors maintenant, on a les chaînes qui créent leur propre plateforme de diffusion en ligne. Donc on peut prendre France TV avec France.tv qui va produire des productions qui vont pas forcément diffuser en chaîne. À côté de ça, on a les plateformes type Netflix, Amazon qui justement commencent sur certaines de leurs diffusions à diffuser les épisodes de façon hebdomadaire comme le faisait à l'époque à la télé. Est-ce que tu penses qu'il y a une certaine uniformisation qui se fait ou alors est-ce que on essaye de trouver encore la bonne recette ou peut-être dans ce cas-là, il y a un besoin de renouveler à chaque fois cette recette pour essayer de rameuter plus de monde? En fait, il y a eu plusieurs phases. Donc en effet, aujourd'hui, il y a 2 trucs. Il y a la mainstreamisation des plateformes, et il y a la plateformisation des chaînes. Donc les 2 se sont retrouvés au point paroxystique qui est que finalement, maintenant, France Télévisions est diffusée sur, Amazon et TF1 va être diffusé sur Netflix. Alors le point ultime de dire: «Bon, bah, finalement» et ça a commencé, c'était: «Tiens, on se déteste, on est concurrents». Genre, Delphine Ernotte qui était pas contente parce que, 10 étaient passés sur Netflix et que, les jeunes pensaient que c'était une série de Netflix. Ça a commencé comme ça. Après, il y a TF1 qui est arrivé et qui a dit: «Non, mais nous, on doit faire le bazar de la charité, c'est tellement cher qu'on a besoin de l'argent de Netflix, mais on va le faire de temps en temps». Donc on fait le bazar de la charité, on fait les combattantes. Après, ils se sont dit les plateformes ont pris du poids. On dit: «Nous, contre notre argent, nous, on n'est pas juste un truc de rediffusion, on veut le diffuser en même temps. On veut faire du day and date, de la codiffusion». Et petit à petit, je prends l'exemple de TF1 et Netflix, mais c'est le même cas pour les autres chaînes, c'est devenu soit c'est diffusé en même temps, comme Tout pour la lumière, la série musicale de TF1 et Netflix, soit c'est diffusé avant sur la plateforme. Ils disaient: «Beh, les gars, on a payé, on va pas faire un truc de rediffusion. On veut d'abord, on va le passer chez nous, puis après, ça va passer chez vous». Donc en effet, il y a eu beaucoup de jeux de pouvoir, et cetera. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, on est passé les plateformes, c'était un truc de niche. Au début, c'est un truc de niche. On parlait de niche tout à l'heure. C'est: «Ah, je me lance». Et donc, c'est ce qu'on appelle les early adopters, les gens qui achètent le dernier iPhone et tout ça, qui s'abonnent à Netflix, à HBO Max, à Apple. Donc ces gens-là, ils ont une psychologie, ils ont une sociologie qui est particulière. C'est plutôt des CSP+, des gens aisés, ou alors des gens qui ont fait des études et tout ça. Et donc, pour les séduire, il faut des séries de niche, des séries qui ont des awards, il faut des successions, il faut des Fleabag, il faut des Severance, etc. Mais à un moment donné, la bourse vous dit: «Écoute, t'es mignon, mais moi, je veux pas que tu aies 200 millions d'abonnés, je veux que tu en aies 400. En France, tu es mignon avec ton drôle et ton plan cœur, mais moi, je veux que quand tu passes une série, tu aies 5 millions de viewers», ce qui est assez improbable, mais bon, et pourquoi pas? Et donc, à un moment donné, ils se disent: «OK, bah, il faut faire des contenus peut-être qui sont plus mainstream». Et puis après, il y a peut-être des raisons pour lesquelles la télé
depuis toujours, faisait des trucs toutes les semaines. Donc Netflix est resté sur ce système de binge ou de demi-saison. Vous avez vu que Oui, maintenant ça se que découpe. Stranger Things, que plein Ça s'est fait d'autres. parfois, je crois, la prochaine saison. Parce qu'en fait, Wednesday, ouais. ce dont ils ont peur, c'est que les gens s'abonnent pour regarder leur série préférée et se désabonnent. Donc ils disent, bon, au moins, si on coupe en deux bouts, les gens sont obligés de rester abonnés parce qu'il y a un indicateur très important dans les plateformes. C'est pas seulement le taux de complétion et donc le taux de combien de gens ont regardé jusqu'à la fin de la série et combien de gens ont regardé tout court d'ailleurs, le nombre, les millions de minutes vues. Mais il y a un troisième truc qui est le viewer adjusted share, c'est-à-dire c'est en gros je sais plus si c'est exactement ce terme-là, hein, mais je l'ai mis dans un de mes articles. C'est qu'est-ce que ça a rapporté comme abonné. C'est-à-dire combien il y a de gens qui se sont abonnés, désabonnés à cause de cette série pendant la diffusion de cette série. Très important. Et donc Netflix, ils sont dans une logique quand même de dire, OK, on va balancer, nous, on est synonyme du binge watching, on va balancer toute la série, les gens vont regarder tout d'un coup et éventuellement on va la couper en 2 ou en 3 pour garder nos abonnés, mais nous, c'est notre ADN. Mais après, les autres, d'abord parce qu'ils produisent beaucoup moins que Netflix, beaucoup moins d'heures que Netflix, mais aussi parce qu'ils se sont rendus compte que pour créer le buzz et la folie, c'était pas mal de faire chaque semaine. C'est-à-dire que quand on regarde D'argent et de sang sur Canal ou La Fièvre, ou quand on regarde, je sais pas, le Morning Show ou Stick ou une série d'Apple, on est comme un malade et on se dit, oh là là, on est mercredi, il y a le nouvel épisode du Morning Show. Comme Ouais, c'est vrai qu'on revient à une événementialisation finalement hebdomadaire du programme. En 2021, on a dit, mais c'est quoi ces connards là, ces nouvelles plateformes qui passent les trucs une fois par semaine, quelle bande de ringards et tout ça. On a dit, bah, pourquoi ils bingent pas comme tout le monde? Mais en fait, ça recrée chez nous. Ça veut dire qu'on a toute la semaine pour dire à des gens, ah, c'est énervant. Maintenant qu'on est habitué à pouvoir voir tous les épisodes d'un coup, quand il y a un truc toutes les semaines, on se dit, ah, fait chier. Mais d'un autre côté, ça recrée des vieilles habitudes et surtout pendant toute la semaine, quand vous allez boire des coups avec des copains et tout, vous dites à vos amis, mais faut absolument que tu vois le morning show, faut absolument que tu regardes Empathie. Et donc, c'est un process très vertueux pour pour le bouche à oreille, pour la promotion de la série. Et vous devenez fan. Après, vous allez peut-être vous acheter le mug sur Internet ou je sais pas trop quoi. Enfin, alors qu'avant, c'était une espèce de système pas de comment dirais-je, de déferlement, de dire ah, bah, pendant 2 jours, je regarde tous les épisodes de mercredi, puis bon, bah, jeudi, j'ai fini de regarder tous les épisodes de mercredi. Je me sens vide. Et justement, est-ce que chez toi, ça crée pas un sentiment complètement bipolaire? C'est-à-dire que comme tu as cette vision qui est, je trouve, très juste et qui est très claire de l'évolution du métier, est-ce qu'à chaque fois que tu constates pas une nouvelle mode, une nouvelle façon de consommer une série, ça t'encourage pas à retravailler les 60 séries que tu nous as présentées, 60 bibles que tu nous as présentées sur la tablette en début d'épisode? Est-ce que tu deviens pas fou et schizophrène, en fait? Non, on s'habitue. En fait, les mouvements, ça change pas du jour au lendemain. Donc, on sait maintenant, pardon, je recite encore l'exemple du podcast avec Tigrane parce qu'il en a parlé et que je l'ai réécouté hier. On sait maintenant qu'on peut plus faire d'exposition. Qu'on ne peut pas dire, oui, regardez, ce village, il est bizarre et tout ça. C'est, hop, il se passe quelque chose, l'enfant a disparu, machin a été kidnappé, le cas, ça a été fait, et puis après, on vous expliquera où vous êtes. Parce on est dans une économie de l'attention et les gens se barrent très, très vite. C'est vraiment que dans un contrat d'écoute très particulier, notamment sur Arte et sur Canal, ou sur Apple, où les gens vont dire, non, mais moi, je suis là, même si je me fais chier, c'est valorisant, parce que je suis là en train de regarder la série de machin, donc je veux pouvoir le dire, etc. Mais dans le contrat de visionnage des chaînes gratuites notamment, ou même de Netflix, c'est vite, remplis-moi d'émotions sympas. Et si j'en ai pas tout de suite, je me casse. J'ai pas le temps d'apprendre comment ça marche, votre truc là, votre monde, votre univers et tout ça. Je veux tout de suite que ça parte fort. Donc ça, c'est quand même des évolutions qui sont lentes. Et donc on a le temps de les intégrer. Maintenant, on sait quand on écrit ça, on sait, on les voit venir. Après, parfois, on est figé dans quelque chose. On dit oui, on n'a pas le droit de faire ça. Ça doit vous arriver quand vous êtes en train d'écrire et souvent il y a des gens qui disent à des producteurs ou à un co-auteur qui disent non, on n'a pas le droit de faire ça, il va pas avoir l'air sympa et tout, il n'y aura pas assez d'empathie. Et puis vous voyez une série et avec un personnage pas du tout sympa, comme l'autre jour Laura Smet avec Surface, mais elle n'est pas du tout sympa. Et on dit bah tiens, je comprends pas, on nous a dit qu'il fallait que les héroïnes soient solaires et soient sympas, puis elle n'est pas du tout sympa. Donc en effet, il faut faire preuve de nuance à chaque fois et jouer avec les règles. Et donc des fois on se dit ah putain, on a le droit de faire ça.
Et ça veut pas dire que dans tous les projets, on peut faire des héroïnes balafrées, pas sympa. Il faut y aller par petites touches, essayer des choses et voir si le diffuseur à ce moment-là, il est dans le mood et le producteur de dire tiens, on retourne un peu vers les anti-héros, ou alors on continue à faire le héros solaire des années 2020, quoi. Très bien. Avant juste de te poser la question, Maxence, je fais juste une petite aparté pour celles et ceux qui nous écoutent sur la version vidéo, sur la version YouTube. Quand vous nous voyez, Maxence et moi, avec la tête qui est en bas, c'est pas qu'on déteste Gilles, c'est qu'en fait, on se note des futures questions. Voilà. Précise. Je me dis toujours que les gens doivent regarder en se disant ah, putain, alors Gilles, il est passionnant, puis les deux, il y a un moment, ils sont comme ça. Donc non, on prend des notes. Exactement. Bah, du coup, oui, la prochaine question que j'ai pour toi, c'est de façon générale, comment tu gères la critique? Une fois que tu as un projet qui a été diffusé, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que tu vas la voir d'ailleurs? Est-ce que tu vas la lire? Et est-ce que tu essayes de réinjecter peut-être des choses qu'on t'a dit dans les prochains projets? Alors, bon, il y a deux choses, parce qu'il y a la critique genre dans les journaux télé, bon, qui est maintenant consommée par peu de gens, la critique de tout le monde sur Twitter, Oui. ou enfin, je vais depuis longtemps, mais la critique sur les réseaux sociaux, il y a la critique de vos proches, il y a de vos amis scénaristes, et il y a la critique de la chaîne. Donc, en effet, au début, quand on commence à être scénariste, on prend tout très personnellement. Et on va s'enfermer dans sa chambre en pleurnichant dès qu'on nous a dit qu'un truc était nul. Moi, la première fois que ma femme a lu un de mes scénarios, elle l'a pris, elle l'a jeté à travers le salon. Sympa. Puis elle les a pris, c'était il y a 25 ans, elle n'a plus jamais relu un de mes scénarios. En effet, on va être plus ou moins, on s'attend à des trucs aussi, franchement, moi j'ai un rapport très déséquilibré à ça, où moi je voudrais, je sais pas si c'est pas la succion du sein maternel, un truc où on est conditionné des bébés, mais c'est un truc, on s'attend à un truc orgasmique, alors qu'il y a des gens en face qui vont vous dire ouais, c'était pas mal, ou enfin, sauf quand on a fait Succession. Il y a rarement des gens qui se jettent à votre cou en vous disant mais attends, c'est dément, ça change ma vie, ou quand on a fait La Fièvre ou je sais pas quoi, ah oui. Mais bon, souvent on travaille sur des meurtres, des séries, des thrillers psychologiques, des choses qui sont super et qui nous donnent beaucoup de plaisir, mais où les gens se roulent pas par terre quand ils ont vu votre œuvre, quoi. Donc déjà, c'est quelque chose dont on doit se débarrasser en tant que scénariste, sauf si on est Jean-Xavier Delestrade ou Éric Benzekri ou quelqu'un comme ça. Il ne faut pas qu'on attende quelque chose de disproportionné. Il faut le chercher ailleurs. Il faut le chercher dans l'amour de sa famille ou je ne sais quoi, mais il ne faut pas croire que tout le monde va se mettre en slip chaque fois que vous allez leur faire lire ou leur montrer des choses. Après, il faut aussi se dire, savoir faire le tri. Bon, souvent, quand c'est le client, vous n'avez pas le choix. Si le diffuseur vous dit, mais votre nain, il faut que ce soit un géant, ou votre géant, il faut que ce soit un nain, en fait, vous pouvez faire le malin pendant 5 minutes, mais si vous voulez, je dis amen. Tu dis, T'acceptes. ok, ce serait une bonne idée, très bonne idée. On avait eu un test comme ça quand on était à Los Angeles. On avait eu des cours de pitch avec un des showrunners de Scandale. Et moi, je pitchais une série ado. Et il disait oui, et nous, on voudrait vraiment qu'il y ait Viola Davis. Donc, Viola Davis, elle a 65 ans. Et il fallait dire mais quelle bonne idée, Viola Davis dans la série ado. Oui, peut-être qu'elle peut être le proviseur ou je sais pas quoi. Tu vois, oui, mais nous, on voudrait qu'elle ait un rôle beaucoup plus important dans la série. Ouais. Évidemment, ça arrive toujours. On va nous faire une proposition qui va complètement twister le truc, et si on dit pas question, moi vivant, je vous emmerde et tout, on peut pas être scénariste professionnel. Ouais, On peut dans le cinéma. Dans le cinéma, c'est valorisé, mais dans la télé, on va apparaître comme rigide, peu flexible et personne avec qui il faut pas travailler. Donc je pense qu'avec la maturité, on fait le tri. On fait le tri entre, en effet, les remarques qu'on est obligé de prendre en compte, les remarques qu'on n'aime pas, mais au bout d'un moment, on se dit finalement, c'était pas si con, il a raison. Et les remarques qu'on laisse dans un coin. Ce qu'il y a, c'est de prendre du recul. En fait, notre travail, c'est toujours d'être complètement la tête dedans et après d'avoir ce que j'appelle la helicopter view. Et le problème, c'est que parfois, parce qu'on est stressé, parce qu'on est fatigué et tout, on n'arrive plus à avoir la helicopter view. En général, c'est le moment où on est viré et remplacé par quelqu'un d'autre. Mais si on arrive à faire cet aller-retour, j'ai la tête dedans, je fais des super dialogues, des super personnages, et puis je vois le truc de loin. C'est des couleurs, c'est des zones. C'est quelque chose de très d'encore flexible, et on peut accepter la critique et on peut se dire oui, finalement ils n'ont pas tort, ou en tout cas ça va pas abîmer le propos et surtout ça va faire survivre le projet. Je vais rebondir sur les articles que tu écris, parce que je le redis, j'invite vraiment tous celles et ceux qui nous écoutent à aller les lire, parce que c'est vraiment très passionnant, c'est des très jolis décryptages.
C'est pas très long et c'est très rentre dedans, donc c'est clair et net. Mais c'est une analyse du présent. J'aurais bien voulu connaître un petit peu on va faire de la fiction. Ça va être quoi pour toi les grandes tendances qui vont arriver dans le futur pour les médias, pour les auteurs, pour les réalisateurs? Et on en a parlé un petit peu avec l'arrivée de l'IA en tout cas l'amélioration de l'IA. Et moi, je bifurque en plus là-dessus, c'est que j'ai l'impression aussi, moi, dans les petites tendances que je sens, c'est que comme on est dans un marché d'IP en ce moment, je me demande si les auteurs vont pas maintenant aussi aller chercher directement aussi les IP et pas forcément attendre que le producteur prenne les droits des IP et vienne les chercher. Je voudrais ton avis par rapport à ça. Alors, il y en a qui font ça sur les IP, hein, et d'ailleurs, c'est un conseil à donner à plein d'auteurs, même des jeunes auteurs, en disant: «Tiens, mais est-ce que vous connaissez ça?» Quelqu'un qui serait venu avec Cat Size, en disant: «Tiens, mais est-ce que vous connaissez cette BD? Il y a plein de fans et cetera et on pourrait faire, et cet animé, on pourrait faire, une série avec». C'est malin, c'est malin. Après, il y a quand même dans le monde, heureusement, il y a plein de diffuseurs, par exemple Netflix Netflix, quand il y a des chiffres, hein, il y a un institut qui s'appelle Ampere Analysis en Angleterre. J'ai mis, je crois, la statistique dans un des articles et qui disent que, voilà, par exemple, Netflix, c'est ceux qui utilisent le moins d'IP. Ils utilisent beaucoup d'IP, mais par rapport aux autres, ils ont un tel volume. Quand on a 17 milliards de dollars à dépenser en faisant des séries, c'est sûr qu'on consomme beaucoup d'idées originales. Alors que bah, quand on n'en a pas beaucoup, on veut se rassurer, on prend des IP. Donc oui, évidemment, moi je l'ai jamais fait. Moi ça me saoule. Ça me saoule. Moi je considère que voilà, mon travail c'est d'inventer des nouveaux trucs. Donc à moins qu'on m'oblige ou que je sois embauché pour ça, parfois je le suis. On me dit tiens, il faudrait qu'on adapte tel film en série, il faudrait qu'on adapte tel article, tel livre en série. Donc je le fais parce que ça peut être passionnant. Mais c'est pas ma démarche originelle. Ma démarche c'est de dire ok, je vais trouver une nouvelle idée, je vais la développer. Après, mais je pense que c'est un super bon conseil pour des jeunes auteurs ou des moins jeunes de venir avec son IP parce qu'on se donne une chance, quelque chose de bien supérieur à ce qu'on a si on arrive juste en disant que c'est son idée. Voilà, malheureusement. Après, sur la prospective, en fait, moi, je pense, j'ai une vision un peu, alors, c'est pas la création destructrice de Schumpeter, mais je pense qu'on a été malade de quelque chose en France. C'est que toutes les chaînes, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'était Yves Bigot il y a des années à La Rochelle, qui était directeur des programmes de chaîne et qui avait dit on a un problème, c'est que toutes les chaînes veulent faire 4 millions. Et donc, quand tu fais ça, toutes les chaînes font du meurtre. Je résume, c'est une expression, mais toutes les chaînes font ah, il y a une petite fille qui est disparue et on soupçonne les parents de l'une, les parents de l'autre, du Broadchurch, ce genre de choses, d'accord? Ça capte les gens, on fait 4 millions, c'est consensuel, etc. Après, dans des pays où ça s'est plus effondré, la télé s'est plus effondrée, soit parce qu'ils ont créé beaucoup plus de chaînes de la TNT que chez nous, soit pour plein de raisons culturelles ou que le câble avait plus de pénétration, le satellite, etc. Quand la norme, c'est de toucher 1 ou 2 millions de personnes comme Arte, on peut faire une télévision beaucoup plus diverse. On a moins d'argent. En tout cas, à l'échelle de la France, on a moins d'argent. En Angleterre, en Allemagne, ils ont des plus gros marchés publicitaires. Donc, même avec moins de monde, ils peuvent avoir quand même de l'argent. En France, bon, bah, c'est sûr que quand on fera plus 4 millions, mais déjà, on ne le fait plus. Presque plus. Mais quand on fera 2 millions ou 1 million et on dira, tiens, une fiction, putain, on a fait 1,5 million, c'est vachement bien. Il faudra trouver peut-être une autre manière de se financer, de se produire, peut-être grâce à l'IA. Mais en tout cas, on pourra toucher des niches. Puisque le but, ce ne sera pas de réunir 4 millions de Français qui veulent tous voir l'histoire d'une petite fille perdue dans une forêt abandonnée et pour plein de raisons, et de tous les secrets de la communauté qui se dévoilent. Mais on pourra faire des trucs dans la politique, dans le sport, dans la musique. Moi, il m'était arrivé une fois dans une chaîne, j'avais vendu un projet de série qui était des parents et avec une scénariste que la regrettée Solène Roy-Pagenot. Mais je lui avais donné mon idée, elle l'avait brillamment développée, et avec une autre scénariste qui s'appelle Virginie Pérez, c'était des parents de classe sociale modeste qui sont ouvriers, découvrent que leurs enfants sont devenus, grâce à Internet, des très bons en musique et qui s'apprêtent à devenir des stars de la musique. Et est-ce que les parents les laissent faire ça ou est-ce qu'ils veulent les empêcher parce qu'il y a le miroir aux alouettes, et est-ce qu'ils veulent qu'ils fassent des écoles, etc., pour s'élever dans la société sans passer par le star system qui est un milieu dangereux, etc. Et on a un rendez-vous dans une chaîne qui nous dit « Ah, c'est bon, on vous achète votre série. Mais par contre, il y a 2 choses qui nous gênent. On ne veut pas de musique parce qu'on pense que c'est segmentant, et on ne veut pas d'ados parce que notre public est âgé. »
Et je vous jure que c'est vrai, on a eu le contrat et on a développé la série. Elle s'est arrêtée après. On a développé la série. Ils ont enlevé les 2 ingrédients principaux, quoi. Parce qu'on dit oui, le sport c'est segmentant, la musique c'est segmentant, les jeunes c'est segmentant et tout. Avec l'effondrement des audiences, justement, les chaînes vont aller chercher des niches. Alors elles vont avoir des problèmes d'argent. Ça va être un problème. Mais de toute façon, nous, scénaristes, on est déjà au bout de la chaîne alimentaire. On se gaffe pas. Donc je pense que ça peut difficilement être pire. En revanche, avec des audiences plus petites, peut-être qu'une chaîne va se dire ah, si je fais 3 millions, si je fais 2 millions, bon, 1 million, ça va les faire paniquer, mais c'est super. Or, vous pouvez trouver en France 2 millions ou 3 millions de gens qui vont s'intéresser peut-être à une histoire politique ou sportive ou musicale. Là où, quand vous deviez taper 4 ou 5 millions, il fallait prendre un enfant perdu dans une forêt. Donc, moi, je pense que le truc d'espoir, on peut penser ouais, à la grande catastrophe, tout va s'effondrer, et voilà, c'est la fin du monde. Mais comme je suis optimiste par nécessité, je pense que ça va être bien parce qu'avec un peu moins de pression sur des énormes scores, on va pouvoir faire des choses plus niches, plus intéressantes qui vont raconter des dimensions plus fines de la société. Je me posais la question aujourd'hui, est-ce que tu dois revisiter ton poste de directeur de programme en chaîne? Et si oui, qu'est-ce que tu ferais différemment maintenant que tu as ton expérience d'auteur et de producteur? C'est très difficile de Tu vas tout dire des dissoudre. leçons quand on est dehors. Parce que quand on est Oui. dedans, on a des contraintes qui sont pas les mêmes. Nous, on est libre et on est pauvre. Et ceux qui sont dedans, ils sont riches, mais ils ont des contraintes. Donc oui, j'essaierai de poursuivre mon idéal, de dire oui, on va transmettre des bonnes valeurs à travers ce qu'on fait. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai passé l'île de la tentation. Donc tu vois, quand on est de l'autre côté, on fait pas forcément. Et ben, chez MTV, j'ai fait l'adaptation française. Enfin, j'ai promu le fait que passe l'adaptation française de Pimp My Ride. Et après, c'est pas moi qui ai décidé, mais chez Virginie 7, on a passé l'île de la tentation. Donc, tu vois, tu as des dilemmes terribles. Et à un moment donné, t'as beau là à dire oui, tiens, ce serait bien qu'on fasse des programmes éducatifs ou des trucs qui donnent des bonnes valeurs et tout. À un moment donné, tu as le couteau sous la gorge et donc tu dois faire des trucs qui sont pas forcément valorisants. Donc, en effet, si je regrette le confort matériel de cette position-là, je saurais pas aller donner des leçons là-bas, quoi. Allez, allons-y pour ma dernière petite question. Il y a quand même un mystère qu'on va bientôt résoudre d'ailleurs, parce qu'on aura bientôt François Iter de France Télévisions dans le podcast. Mais le poste de de conseiller de programme, chargé de programme, il est très important. Quels seraient les conseils que tu donnerais toi à ceux qui nous écoutent pour est-ce qu'on peut trouver le bon chargé de programme, le bon conseiller, est-ce qu'on peut changer en cours de route, est-ce que si ça passe pas lors de la première entrevue, est-ce qu'on peut switcher? C'est quoi ton expérience toi avec ce type ce type de fonction? Joker. Non, mais je vais te répondre. Écoute, non, en fait, on n'est pas du tout du bon côté du manche, pour changer, hein. Il y a 800 scénaristes, peut-être 300-400 qui sont en activité. Il y a 300 producteurs. Il y a une dizaine de diffuseurs, dont véritablement 5 qui ont de l'argent. Et chez ces diffuseurs, il y a quelque chose entre 2 et 7 chargés de programme. On est dans une optique où c'est le client qui va payer entre 50 et 100% de ce qu'on va faire. Donc on n'a pas le choix, on doit aimer et se faire aimer. En tout cas, on doit apprécier, on doit apprendre à apprécier cette personne qui est notre client. Alors en effet, nous, on est quoi client? On va dire, moi, j'ai fait scénariste, je suis un artiste qui est client, je ne suis pas vendeur de voitures. Si, c'est ton client et c'est quelqu'un qui a des intérêts qui sont convergents avec les tiens et d'autres intérêts qui ne le sont pas, et que tu l'aimes ou pas, c'est pas le problème. Tu dois faire en sorte que la relation se passe bien, que créer de la complicité et à trouver un terrain, un langage commun, professionnel, etc. Tu peux prendre la personne de haut, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider. Et je dis ça d'expérience. Dans certains cas où on dit machin, ça ne sert à rien du tout. C'est ton client. Donc, c'est pas comme l'immobilier. Tu peux dire l'immobilier, cette personne, imaginons, voilà, ça n'arrive pas dans la télé, mais tu fais visiter un appartement, la personne fait une remarque raciste et tu décides de vendre l'appartement à quelqu'un d'autre. Tu dis, je vais pas vendre l'appartement à un connard. Tu peux le faire parce qu'il y a plein d'appartements, il y a plein d'acheteurs d'appartements. Mais là, on est dans un truc où il y a que 5 chaînes. Donc, quelques conseillers de programme dans chaque chaîne. Donc, tu peux pas faire le malin. Et l'exemple, évidemment, ne vaut pas pour les conseillers de programme. Personne ne fait de remarques racistes. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelque chose te plaît pas dans ce qui est dit par le client,
tu dois faire avec, tu peux argumenter tout jusqu'à un certain point, mais c'est lui qui paye. Donc, c'est lui qui te paye. Donc, quand il dit quelque chose, il y a soit la sympathie, la ruse, la rationalité, mais se braquer ne sert à rien et aller dire oui, mais je l'aime pas, je veux qu'on en change, ça ne marchera pas du tout. Merci pour cette réponse franche, puisque Ouais, ça y est, je travaillerai plus jamais. ça y est, c'est fini. Avec que qu'on travaillera ensemble, c'est pas grave. On fera un trio, on fera un quatuor. Petite ritournée, petit rituel de fin de séquence. Ce sont les 3 questions express de Maxence. Exactement, donc 3 petites questions auxquelles la première réponse qui te vient en tête. La première, ce serait ton film ou ta série et ou de tous les temps préféré. De tous les temps, c'est très dur. Mon film, c'est Annie Hall de Woody Allen. Donc, je précise que je sépare l'œuvre de l'artiste. Mais voilà, c'est un des films que j'ai vu le plus de fois. Série, c'était Nip Tuck, mais c'est vrai que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps et ça avait bien vieilli. Mais, Oui, il y a beaucoup de séries comme ça où on se retrouve mais beaucoup à aussi. les The regarder. Newsroom, ça vieillit moins. En tout cas, je regarde souvent si à un moment donné j'ai un coup de mou, je regarde le premier épisode de The Newsroom. Il y a des pilotes comme ça que j'ai regardé énormément de fois. Le scénario que tu aurais aimé écrire? Probablement un scénario d'Aaron Sorkin. Euh, Après, dans les Français, j'ai pensé parce que Mes meilleurs copains. Le film Mes meilleurs copains, je sais pas, je crois que c'est Jean-Marie Poiret qui a écrit le scénario, mais je suis pas sûr, peut-être avec Bacri, etc. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un des films français que je regarde beaucoup avec plaisir et je trouve que voilà, c'est purement chronique, donc c'est absolument pas ce qu'il faut faire quand on veut vendre des choses à la télé aujourd'hui. Mais je suis très attaché à ce film avec la bande, voilà, Bacri, Clavier, etc. Marianne Chazelle. Pour finir, le dernier coup de cœur, tout super confondu. Empathie. La série Empathie sur Canal+, il faut absolument l'avoir vue. Enfin, sauf si on n'aime que les histoires avec des monstres, quoi qu'il y en a, mais avec des monstres et des vaisseaux spatiaux. Empathie, meilleure série. Et je vais vous faire une confidence. J'étais un peu dans un passage il y a quelques semaines en me disant, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une série qui nous a troublés, où on a vraiment l'impatience de la retrouver, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans une crise de la série? Et c'est vrai que Empathie, ça vous guérit de ça. Ça vous guérit de bien d'autres choses. C'est génial. Génial. Très bonne reco. Merci Qu'est-ce beaucoup. qu'on te souhaite pour la suite et où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Alors, qu'est-ce qu'on me souhaite? Eh bien, des contrats. Des contrats, non, mais c'est qu'on arrive à en effet réaliser nos rêves, à la fois en vendant des choses à des chaînes et à la fois en réalisant des choses qu'on aime bien. Et je donne des nouvelles en général sur LinkedIn. J'ai abandonné à 100% Facebook depuis les propos de Mark Zuckerberg. Et donc LinkedIn, maintenant, à peu près tout le monde y est, les producteurs, les scénaristes, etc. Donc si j'ai quelque chose à dire ou si on a quelque chose à me demander sur LinkedIn, c'est super. Je mettrai dans la description le lien vers ton LinkedIn direct, comme ça nos auditeurs et nos auditrices pourront lire les articles. Donc les articles sur l'évolution de la fiction à travers les plateformes que tu as sortis cet été. Puis il y a plein d'autres articles, je vois fréquemment. Ça te prend combien de temps d'ailleurs de ton temps ces rédactions? Ça prend du temps. Trop. Trop, c'est ça. Après, d'abord, c'est intéressant parce que c'est une manière de vous mettre à jour, de réfléchir sur le marché. Et c'est aussi intéressant pour votre image en tant que scénariste. C'est-à-dire, tout comme si vous êtes réalisateur, vous allez faire un court-métrage ou une pub et la mettre sur LinkedIn. À un moment donné, il y a des gens qui me connaissent que par mes articles. Ça à une limite à peine que je suis scénariste ou que j'étais producteur. Donc, il y a même des formations où les formateurs utilisent mes articles, etc. Donc, moi, je pense que ce n'est pas du temps perdu. Mais oui, quand on fait des petits tableaux et qu'on regarde tous les génériques pour savoir quelle série est une copro avec Amazon ou Netflix, quelle série est un préachat, quelle série est un tas, ça prend un peu de temps, oui. Heureusement, il y a l'été pour ça. L'été, on a que ça à faire. Merci Gilles d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Super. Et on se retrouve très prochainement pour un futur épisode de séquence, et bien évidemment dans 15 jours. Quelques recommandations. Merci d'en parler autour de vous de ce podcast. Merci de nous noter sur les plateformes d'écoute. Merci d'en parler. Merci de relayer sur nos réseaux aussi. Allez suivre notre Instagram où on ne publie absolument rien d'autre que la sortie des épisodes. Peut-être avec Maxence dans un avenir proche avec certains projets qui avancent. On verra si on en dévoilera un petit peu sur l'Instagram de Séquence, mais ça reste à voir. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À ciao, bye bye.
Bye bye, salut.